Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier, en raison de sa date de diffusion, de l'actualité et de la résonance de ce dernier dans l'histoire de Pauline. Aujourd'hui, on est le 8 mars 2024, la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Le 4 mars 2024, le recours à l'IVG, l'intervention volontaire de grossesse, a été inscrite dans la Constitution française, marquant une nouvelle page historique en France, mais aussi dans le monde. Cette date, précisément, a une résonance aussi très forte dans l'histoire personnelle de Pauline, maman de 2 enfants, qui a eu recours à une IVG il y a 2 ans, et la date de la prise du premier médicament était le 8 mars 2022. Cet épisode, aussi doux qu'émouvant, retrace le parcours courageux de Pauline et de son conjoint face à cette décision qu'ils ont prise ensemble il y a 2 ans. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir leur histoire, mais surtout celle de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. C'est une merveilleuse rencontre que j'ai faite quand je suis arrivée ici dans la région, à Avranches, l'été dernier. C'est la première fois que je remettais mon corps entre les mains d'une doula. J'en avais interviewé pas mal déjà, mais quand je suis arrivée ici, c'est vrai que je pense que j'avais besoin à ce stade de mon postpartum de me remettre entre tes mains. C'est à travers un soin que tu proposes de postpartum, la fermeture du vortex de la naissance, qu'on s'est rencontrés. Et je pense que ce soin restera marqué à vie dans ma maternité, dans mon histoire de femme. Parce que voilà, il y a une connexion qui a été extrêmement intense aussi entre nous, beaucoup d'émotions. Et surtout, depuis ce jour, j'ai envie de dire, on est resté connectés, alors que ça soit à travers les réseaux sociaux, à travers le podcast, mais aussi à travers ta casquette d'ostéopathe et de doula. Et voilà, c'était une évidence de faire cet épisode aujourd'hui. Et avec beaucoup de justesse, je dis ça et je pense qu'à la fin de l'épisode, vous comprendrez pourquoi ce terme de justesse a toute sa teneur là maintenant. Donc peut-être sans plus tarder, je vais m'arrêter de parler, je vais te laisser Pauline te présenter dans un premier temps. Bon, j'en ai déjà un petit peu dit ce que tu faisais, mais nous dire un peu ce que tu fais, présenter aussi ta petite famille avant de rentrer dans le vif du sujet, les prémices de ta maternité. Merci Marion en tout cas déjà de m'offrir cet espace-là. Vous verrez, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions, mais oui. Cette rencontre en fait, elle tisse aussi toute mon histoire et mon évolution pro, donc merci à toi. Merci. Donc en fait, j'ai les petites larmes, mais donc, je suis Pauline, j'ai 34 ans, donc je vis en Normandie, à Avranches, depuis toujours, parce que je suis née ici. Je suis donc maman de 2 enfants, Eléa et Aloïs, qui vont avoir 8 et 6 ans cet été, au mois de juin. Je suis mariée à Lionel, on est ensemble depuis très longtemps, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, et ça fera 10 ans cet été aussi qu'on est mariés. Donc c'est vrai que c'est une année assez intense pour nous, parce qu'il y a beaucoup de passages. Donc voilà, c'est toute notre histoire, elle se tisse en fait depuis moi, mon adolescence, parce que j'avais 16 ans. Donc c'est vrai qu'en fait, regarder un peu plus avec la hauteur en fait de toute cette histoire, je me dis que ouais, en fait, on a déjà traversé tellement de choses. Et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite vraiment déposer là. Donc c'est vraiment symbolique. Donc merci à toi.
On en reparlera, mais c'est d'autant plus symbolique aussi à travers la date de la diffusion de cet épisode. On reviendra un peu plus en détail sur toute cette symbolique dans une deuxième partie, en tout cas, de l'épisode. Mais dans un premier temps, peut-être nous parler de cette première grossesse que tu as eue, comment elle est arrivée, dans quel contexte, est-ce qu'elle était attendue ou est-ce qu'elle est arrivée de manière inopinée? Donc Eléa, oui, c'est vrai qu'elle est arrivée de façon très... pas subtile, mais on était prêts en tout cas à devenir parents. On venait de se marier, moi je venais d'être diplômée. Donc on avait vraiment évoqué déjà qu'on était prêts en tout cas à devenir parents, mais il y avait un peu plus notre situation pro qui devait se mettre en place. Donc on se laissait le temps et on faisait confiance un peu, comme tous les gens se disent, on fait confiance à la nature, ça viendra. Moi j'avais arrêté ma pilule plutôt fin 2014. Vraiment dans le but vraiment déjà de me sentir bien dans mon corps et de stopper un peu ces 10 années de contraception parce qu'à la base je l'avais prise comme toutes les femmes. La pilule, on se sent femme en fait de prendre la pilule, de pouvoir avoir accès à cette contraception et c'était chouette, mais à la fin en fait mon corps il commençait déjà à saturer, donc ça paraissait fluide d'arrêter et de se lancer dans ce projet bébé. Et en fait Eléa est arrivée en septembre, du coup la conception s'est faite en septembre 2015, donc vraiment un an après notre mariage. Et vraiment ravie en tout cas de découvrir la grossesse. On était prêts et c'était tout émotionnel en fait parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais c'était, voilà, c'était super chouette. Et par contre, grosse fatigue sur les premières semaines. Je dormais partout avec le rythme pro. Je mangeais entre chaque patient. C'était quand même assez intense, mais mon corps était prêt en tout cas à recevoir cette petite graine-là. Donc, tout s'est mis en place assez facilement et on a gardé quand même notre petit secret les 3 premiers mois. Aujourd'hui, je ferai totalement différemment, mais en fait, vu que tout était nouveau, on a fait un peu comme tout le monde, le schéma classique à la base, quand on a fait les infos et que c'est autant important de pouvoir partager les premières semaines quand on sent qu'on a besoin. Mais voilà, on a gardé ce petit secret jusqu'aux 12 semaines d'aménorrhée après la première écho et on l'a annoncé à nos familles qui étaient ravies de nous voir devenir parents. Donc c'était assez fort, mais le premier trimestre c'était très très fatigant. Ça, très fatigant parce que tu étais donc ostéopathe. Oui, en fait j'ai été diplômée donc en juin 2014 et j'ai enchaîné direct en fait la semaine qui a suivi mon diplôme sur un remplacement tout l'été et j'ai enchaîné en fait avec une collaboration qui a enchaîné, donc c'était au mois d'août et en fait c'est un an après où je suis déjà tombée enceinte, donc c'est vrai qu'il y avait déjà un rythme pro qui était intense et la grossesse arrivant en fait sur les premières années on s'autorise pas à ralentir alors qu'avec le recul aujourd'hui si j'avais su j'aurais fait tout autrement mais c'est notre histoire et fait avec les moyens exactement du moment. C'est comme ça. Est-ce que tu t'es préparée d'une certaine manière au cours de cette grossesse ou pas? Alors, il n'y avait aucune conscience de préconception déjà, ça c'est clair, et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce que je souhaite transmettre aux familles. Mais voilà, c'était aussi notre histoire. Par contre, vu toutes les formations que je faisais en fait pro autour de l'ostéo, en périnate et autour vraiment en fait de la prise en charge des bébés vraiment en postpartum pour la maman et du coup les premiers mois pour le bébé, là je me suis rendu compte quand même que tout ce qui était conditionnement autour de la naissance en fonction de comment a été vécue la grossesse et la naissance, il y avait quand même un impact en fait sur les bébés et sur les mamans. Et j'avoue que du coup moi, devenant maman, je me suis quand même préoccupée en fonction de l'histoire qu'on allait vivre, qu'est-ce que notre bébé en fait allait ressentir. Donc j'étais quand même déjà très éveillée à ça, mais sans avoir plus d'informations parce que c'était que via ce que moi je pouvais transmettre dans mes soins ostéo. Donc je me disais on fera telle ou telle chose avec un souhait quand même peut-être sans péri si je peux, parce que j'avais quand même conscience de l'impact et de la cascade d'intervention en fait de la péridurale en postpartum pour la maman et aussi pour le bébé parce qu'il y a quand même un lien, on l'explique pas tout le temps mais tout a une incidence. Donc je voulais en fait le plus possible éviter que mon bébé émotionnellement et physiquement ait un impact au vu de ce que moi j'allais pouvoir ressentir. Donc ça c'était là dans ma conscience, mais de là à le mettre en application, je pense que j'avais pas autant d'accompagnement et de soutien pour oser le mettre à 100% en fait et d'avoir confiance en moi. Donc j'ai plutôt en fait suivi les 3 échos classiques, la préparation classique avec la sage-femme.
Mais à côté de ça, je prenais pas plus le temps de lire parce qu'en fait, professionnellement, Eh j'avais oui. trop de travail. Ouais. En fait, je me suis jamais posée à vraiment prendre soin de moi, hormis le moment où je me suis arrêtée et vu que je suis allée au bout en fait de mon arrêt, je pouvais pas prendre ce temps-là en amont. J'ai eu peut-être un mois maxi de préparation seule à la maison. Ouais, c'est ça, le On a dernier. le temps de se poser en fait. Donc on prépare le petit cocon, C'est ça. mais pas oser en fait avoir toutes les clés en main avec son conjoint pour arriver vraiment le jour J et de donner naissance en fait à son bébé en respectant nos souhaits. En fait, on a tous les deux, on était un peu innocents et on a fait confiance en fait. Voilà, on a fait confiance à l'équipe médicale. Donc c'était un superbe accouchement pour Eléa. Ouais. Tu peux nous en parler justement parce que tout à l'heure tu disais que c'était ton souhait d'accoucher sans péridurale. Alors c'est vrai, ouais. Alors comment s'est passé ce premier accouchement pour toi et cette rencontre par la suite aussi? Ouais. Bah, ce premier accouchement, il est quand même extraordinaire. Il restera toujours. Voilà, c'est la naissance de notre premier bébé. Prends Mais ton temps, ouais. prends ton temps. C'est normal. Avec le recul encore aujourd'hui, pour que les larmes soient aussi fortes, il y a ce regret en fait de ne pas avoir osé. Pas imposer, parce que c'est pas le but d'imposer, mais vraiment d'avoir pris le temps de tisser avec l'équipe médicale sur un projet. Et j'avais pas pris le temps en fait finalement même d'engager Lionel autant en fait à me soutenir, et j'avais pas conscience de toute cette petite bulle que la femme pouvait avoir mis en place. Et en fait on est arrivé, on a fait confiance. Moi j'avais confiance en fait en la médecine parce que ma maman est infirmière. Puis même mes études en fait ont fait que le côté cartésien était très important, avoir vraiment toutes les études. Mais faire confiance à tout ce qu'on ne maîtrise pas, qui est dans le subtil, dans l'invisible. C'est un chemin, Waouh. Donc aujourd'hui, effectivement, je me dis, bon, j'avais pas toutes ces infos-là, mais j'aurais apprécié en tout cas oser faire autrement. Après, c'est le chemin qui fait que je suis là bien aujourd'hui. sûr, mais on va le découvrir en plus. Donc, donc c'est le début, c'est les prémices. Et encore, tu avais quand même quelques convictions, l'arrêt de la pilule, de la contraception, le souhait d'un sans-péri avec les conséquences dont tu savais et tout. Il y avait déjà donc il y avait quand même déjà des graines qui commençaient à être plantées, donc c'est tout à fait normal. Et encore une fois, c'est le premier. Et puis, alors c'est vrai que c'est le premier, et j'étais dans toutes mes amies la première aussi en fait à avoir un bébé. En fait, j'avoue que j'avais pas trop d'échanges et de repères, et j'ai toujours été un peu la première. Elles se reconnaîtront toutes dans mes amies. Elles ont toujours entendu, mais Pauline, t'es vraiment sûre? Bah, je dis oui, je vous verrai en fait quand ce sera votre tour. Alors, c'était pas pour leur faire peur, mais en fait c'est quand même intense et on a besoin d'être soutenu en fait. Donc si j'avais eu mes petites doulas à moi sur ce moment-là, je pense que j'aurais vécu des choses différentes. Mais je pense que ton émotion là, ce que tu es en train de révéler, c'est aussi tout ce par quoi passent toutes ces femmes qui sont aussi enceintes et qui n'ont peut-être pas cet accompagnement et qui souhaiteraient justement pouvoir l'avoir, pouvoir le formuler, pouvoir le dire quand on parle justement de faire ses choix en conscience de manière éclairée et informée. Je pense que tout ce que tu es en train de nous décrire là, ça révèle aussi ce chemin qu'on est toutes en train de faire, en tout cas aussi, pour éveiller les consciences à ça en fait, et pour éviter que l'accouchement, l'après, soit aussi et reste traumatisant. Donc là, tu nous décris vraiment ton chemin et l'évolution, on va le voir au fur et à mesure aussi. Et l'émotion, elle n'est que belle justement aussi parce que ça montre beaucoup de choses sur ton choix et sur un petit peu ce conditionnement que tu avais avec la médecine et cette confiance que tu avais aussi en eux, de par, tu l'as dit, le lien familial et de par ta profession aussi. Mais voilà, c'est beau de voir aussi la suite dont tu vas nous parler après. Mais justement, je te laisse terminer peut-être sur cet accouchement que tu as eu. Donc voilà, Eléa, c'était la veille du terme, donc elle est prévue pour le 21 juin, elle est née le 20. Mais en fait, on est arrivé le 19 à la maternité. D'accord. En fait, je fissurais la poche des os, je sentais qu'il y avait quelques sensations que c'était vraiment mouillé, et je savais que j'étais positive au streptocoque B. D'accord. Donc voilà, première info dans la cascade d'intervention, qui dit streptocoque dit forcément perfusion d'antibiotiques, et je savais en fait que je ne pouvais pas rester plusieurs heures à la maison en fait pour essayer de lancer le travail. Donc on se dit ok, on appelle la maternité pour être sûr que ce soit bien une fissure de poche des os, et puis ils nous disent oui, venez, on contrôlera, et puis vous resterez ou non avec nous. Et finalement j'arrive comme une fleur, le grand smile, juste fissure des poches des os, je me dis ouais, trop bien, c'est aujourd'hui, on va rencontrer notre bébé. Et en fait, j'arrive à la mater, donc il valide effectivement qu'il y avait une fissure de poche des os, mais en fait, j'étais pas du tout dilatée, j'étais ouverte qu'à 1.
Donc, et puis, en fait, aujourd'hui, avec le recul, en me disant j'arrive à la mater avec le grand smile, c'est clairement pas signe d'un travail qui est avancé. Donc là, on n'a pas confiance en fait que ça allait durer longtemps, mais oui, c'est le début en fait vraiment d'un travail très très long. Et en fait, tout s'enchaîne, mais on a affaire à 3 équipes en entier pour vraiment la naissance de notre bébé, puisqu'on arrive à 18h le dimanche. Donc, le temps, oui, de sentir que oui, ça se met en place, mais c'est tout frais, il n'y a rien de très intense. C'est seulement autour de minuit, en fait, que les contractions s'intensifient. Pour la petite histoire, mon mari va rigoler parce que lui, c'est un fan de foot. Et en fait, il y avait un match, je crois que c'était pour l'Euro ou la Coupe du Monde. En tout cas, chaque fois, nos bébés, il y a toujours un match de foot. Donc, bon, c'est très symbolique aujourd'hui, mais ça passe aussi. Et en fait, arrivé autour de minuit, je pense que déjà, l'appréhension de la nuit, de voir que ça s'intensifiait et je commençais à avoir peur et de ne pas maîtriser en tout cas l'intensité de cette vague qui arrivait. Lionel ne savait pas trop comment non plus me rassurer. Et en fait, l'équipe médicale me dit écoutez, si vous ne savez plus trop quoi faire, on va vous proposer la péri. Et là, en fait, je pense que j'étais quand même déjà dans ma petite bulle. Mais quand ils m'ont proposé cette péri, j'ai demandé tout de suite en fait d'aller aux toilettes. Je suis restée dans les toilettes très longtemps parce que là, du coup, je me sentais, je pense, sidérée. J'avais peur de tout. En fait, je suis restée vraiment dans les toilettes plus d'une demi-heure. Même Lionel n'était pas avec moi. En fait, il me cherchait dans la maternité. Il ne savait pas dans quelle toilette j'étais. Parce que c'était une toilette qui était dans le couloir pour aller dans la salle de naissance. Et en fait, je me dis à ce moment-là, mais pourquoi personne ne vient m'accompagner et écouter en fait les émotions que j'ai sur le moment, me rassurer que oui, la péri, ça va bien se passer. Et en fait, non, on m'attend quand je suis prête, en fait, toute seule moi, à aller dans la salle de naissance. Et là, je me dis déjà, en fait, personne n'est présent. Eux, ils pensent que voilà, ça va être le soulagement à la pause de péri, mais il y a déjà le pré-péri qui est hyper important. Et je pense que ce conditionnement où je m'étais quand même préparée à ne pas en vouloir et qu'on me l'impose à ce moment-là, donc autour de minuit, parce qu'en fait, l'anesthésiste, ils vont pas l'embêter 3-4 heures plus tard, en pleine nuit, parce qu'il sera en train de dormir, et qu'en fait, pour l'équipe, c'est plus facile de poser maintenant tout de suite. Voilà, je pense que déjà mon corps y résiste, donc il me pose la péri. Je crois que je me sens bien pendant une petite heure parce qu'en fait c'est plus l'anesthésie locale avant la pose du cathéter qui me soulage un petit peu. Et après s'ensuit 4 bolus différents où je fais que de dire à Lionel mais je ressens tout, il n'y a rien qui me soulage, je sentais mes jambes bouger. Et j'étais très alarmiste parce que j'avais conscience aussi dans les formations pro qu'une péri dans cette cascade d'intervention peut aussi en fait ralentir un peu le travail, peut aussi ralentir un peu le cœur du bébé. Donc je culpabilisais pas parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Je savais pas gérer les contractions, donc tant mieux, il me propose cette solution. Mais au fond, j'avais quand même en fait mon petit néocortex qui me disait mais pourquoi t'as fait ça, là t'es en pleine résistance, est-ce qu'elle est à souffre. Donc je faisais que de dire à Lionel est-ce que tu es sûr que notre bébé, son cœur bat bien. Et lui, il était à côté, mais je le vois flou, je pense que j'étais quand même dans ma petite bulle. Il me dit oui, t'inquiète pas. Et moi, je regarde de temps en temps. Et effectivement, en fait, Léa était posée, tout se passait bien. Mais le travail vraiment avançait au ralenti parce que de minuit à 11h le matin, donc tout s'est fait en centimètres par heure, je pense, en étant en position gynéco, pas du tout me proposer. J'ai vraiment l'impression quand même qu'on a subi cette nuit-là. Je sais pas aujourd'hui ce que Lionel pourrait nous partager vraiment sur ce que lui il a senti, mais c'était vraiment très long. Et du fait qu'on ait préparé nos parents en fait en leur envoyant un message, on part à la maternité le dimanche à 18h. Je pense que lui aussi s'est dit mais ça se trouve il s'inquiète et en fait il a pas pris le temps de leur écrire et tant mieux parce qu'on était en plein dans notre petit vortex aussi. Mais sur l'après en fait on s'est dit quand même c'était pas paramétré pour qu'on soit hyper serein parce qu'il y avait plein de petites choses qui nous faisaient peur parce qu'on n'était pas soutenus. Et puis tu l'as dit, 3 équipes qui se sont aussi succédées pour le coup, en tout fait, au long du temps où tu étais. Au petit matin, mais j'avoue que là tu vois, ça reste très flou, j'ai des images, mais en fait ce qui est symbolique aussi, c'est qu'il y a une connaissance de mes parents qui était auxiliaire de puériculture, donc elle est venue aussi en salle parce qu'elle était au courant que du coup j'étais arrivée la veille. Et c'est vrai qu'en fait ces mots là je pense qu'ils resteront aussi parce qu'elle m'a dit quand vraiment j'étais proche de la naissance, elle me dit écoute Pauline, là il faut vraiment que tu donnes tout, on sent que t'es fatiguée, que t'es épuisée, mais ton bébé il est là, vraiment reste en présence avec elle et accompagne-la. Et en fait moi j'étais encore dans cette peur de me dire ah oui mais là il faut que j'ose pousser, mon périnée il va déchirer, j'étais pas du tout préparée, j'avais pas visualisé en fait que mon périnée pouvait s'ouvrir, j'avais pas du tout préparé mon périnée en
naissance non plus. Je pense que cette zone-là de mon corps, finalement, n'était pas non plus si consciente de tout ce potentiel, en fait, de puissance de pouvoir donner naissance à notre bébé. On l'a conçu avec amour, vraiment aussi dans notre sexualité. Et là, donner naissance, mais sans mettre vraiment cette sexualité, en fait, c'est ça. à sa place. Je pense que j'ai eu un peu cette résistance d'oser, en tout cas, m'ouvrir pleinement. Et c'est là où, du coup, la sage-femme et l'auxiliaire m'ont dit, Pauline, il faut vraiment que tu donnes tout. Là, c'est maintenant, c'est ton moment. Donc, et j'avoue que ces petits mots resteront, ça va résonner toujours. Mais j'avais quand même cette peur que ça déchire, ça a déchiré. Parce que du coup, j'étais pas dans la position confortable, il fallait vraiment tout pousser. Ça l'a fait, mais j'étais quand même dans cette résistance. Et voilà, une fois que Eléa est sortie, là, par contre, c'est impressionnant. Mais en fait, on retrouve le smile tout de suite, je l'avais sur moi. Et là, on se regarde même tous les trois, en fait. Et ça, c'est magique. Ces instants-là, où t'es baigné d'ocytocine, hormis tout ce qu'il y a à côté, c'est waouh. Et là, en fait, cette première rencontre, elle est magique. Mais on sent qu'on revient d'un sacré voyage. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est entre deux mondes. Et ça, j'avoue que c'est tout ce que j'ai pu partager dans mon entourage sur les premiers jours. J'étais vraiment au taquet, je baignais d'amour, l'ocytocine était là, hormis toute cette cascade. Donc je me dis, bon, ok, t'as fait ce chouette péri, ça a l'air de bien se passer, et après tu avanceras en tout cas avec ça. Mais encore aujourd'hui, pour que j'ai ces émotions-là, je pense qu'elle n'est pas pleinement digérée. Il y aura encore des petites choses pour avancer. Et donc une fois qu'Eléa est posée, je fais la tétée de bienvenue, parce que j'ai le souhait d'allaiter. Pareil, je me suis pas préparée plus que ça, mais c'était viscéral pour moi. Ma maman pourtant m'avait pas allaité. Je sais qu'elle a allaité que mon petit frère, un de mes deux petits frères. Mais en fait, pour moi, c'était une évidence. Je me suis pas renseignée, mais je me suis dit que j'étais capable de le faire. Et, instinctif. Voilà. Et c'est vrai que l'aventure lactée avec Eléa, elle s'est faite de façon harmonieuse, sans trop de préoccupation, parce qu'en fait, je me sentais pleine de toutes ces hormones en fait qui sont nécessaires à la lactation. Donc en fait, ça s'est fait positivement. Il y a juste eu les premiers jours où il y avait une petite suspicion de muguet, mais ça aussi, en fait, avec le recul, c'est un des petits impacts de la pose de péri et de tous les autres produits chimiques qu'on reçoit. Mais voilà, elle s'en est dépatouillée, c'était pas trop grave. La reprise du travail, pourquoi elle est arrivée combien de temps après ? J'ai repris très tôt, j'ai repris à ces 2 mois. À ces 2 mois, d'accord. Tu as continué d'allaiter en tirant ton lait ? Ouais, j'ai mis en place le tir-allaitement jusqu'à ces 6 mois en fait. Donc ça a été aussi un peu un challenge entre mes collègues qui me soutenaient à reprendre parce qu'elles avaient besoin que je reprenne, et en même temps le rythme, il fallait que je trouve ce qui me convenait. Mais ça s'est fait. Après, il y a eu quand même 15 jours, 3 semaines d'ajustement où trouver sa place, de reprendre le travail, alors que j'avais envie de rester auprès de mon bébé. Mais il n'y avait pas le choix, en fait. Début d'activité pro, répondre aux besoins des patients, des collègues. En fait, j'avais pas trop de choix. Je me suis pas posé de questions, il fallait que j'y retourne. Est-ce que tu avais à ce moment-là, alors peut-être pas au vu de ce que tu dis au début de ton cheminement, est-ce que tu avais conscience du mois d'or et est-ce que tu l'as un petit peu pas du tout. Donc à 2 mois tu reprends le travail et tu n'as pas vécu le mois d'or tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des conséquences notamment sur ta fatigue a posteriori ou même dans le couple, au sein du couple aussi, dans cette phase de postpartum qui était le premier en plus? Oui, c'est vrai que tous les deux on a quand même vécu cette matrescence et cette patrescence assez intense, parce qu'en fait, vu qu'on avait été pendant 10 ans tous les deux à se chouchouter que tous les deux, laisser la place en fait à un petit bout de chou, alors que pourtant on était vraiment prêts à devenir parents, on se prend une petite claque en fait dans nos habitudes et il faut laisser de la place en fait à ce bébé, et c'était plutôt un manque l'un envers l'autre. On était vraiment tournés vers Eléa, et en fait à se zapper un peu tous les deux, donc ça s'est ajusté, on s'est retrouvés, même dans notre sexualité, ça a pris un petit peu de temps, mais dans l'ensemble, non, ça a été confortable. Le temps de prendre ses marques, mais pas de grosses vagues, en tout cas, comme certains peuvent le vivre, avec de la dépression, un burn-out. Non, là-dessus, ça a été, même si je pense que j'avais quand même des petites carences physiques et émotionnelles, mais pas autant que sur mon deuxième postpartum, parce que ça, tu verras, mais c'est plutôt plus d'impact. La suite qui a été le fait d'enchaîner, en fait, de grossesses rapprochées. Qui a épuisé. D'accord, donc 2 grossesses rapprochées, la suivante, elle est arrivée combien de temps après ? Aloïs est arrivée quand j'étais Eléa avait 14 mois. D'accord, ok. Donc, tout juste, en fait, le temps de la voir grandir, elle ne marchait pas encore. On avait repris notre sexualité, mais sans contraception, parce que du coup, je me posais quand même la question entre cette pilule que j'avais vraiment plus envie de reprendre, même si on m'avait proposé à la sortie de la maternité.
Au vu de l'allaitement, je me suis dit, on va prendre le temps. Il n'y avait pas du tout d'urgence. Et en fait, je crois que dans mes souvenirs, en septembre, parce qu'ils ont été conçus tous les deux au mois de septembre. D'accord. Donc ça, je pense que c'est notre petit mois un peu Ouais. où voilà, tout se passe bien, notre petite vie, nouvelle élan avec la rentrée. Ouais. Et en fait, en septembre du coup 2017, j'étais déjà un peu fatiguée. Donc je vais consulter mon médecin, je vais faire un petit check-up. Et je lui dis, pourquoi pas du coup poser une nouvelle contraception pour en fait se laisser le temps aussi d'atterrir avec ce postpartum. Et donc je lui demande qu'est-ce qui pourrait plus me correspondre. Elle me dit, peut-être le stérilet inclus si tu veux plus d'hormones. Je dis, d'accord. Donc elle me fait l'ordonnance. Et en fait, je devais prendre rendez-vous pour retourner poser le stérilet en cuivre. Et en fait, le scénario était tout autre, puisque du coup, elle m'a vu arriver. Je lui ai dit, en fait, j'ai le stérilet qui restera dans mon sac à main, puisque du coup, je suis enceinte. Donc j'avoue que là, on n'était pas du tout préparés en fait à une grossesse aussi rapprochée. Mais en fait, vu qu'on jouait aussi un petit peu au chat à la souris, on ne s'était pas dit, si ça arrive, ça doit prendre maintenant. Et voilà. Mais il y avait ce souhait de prendre la contraception, parce que je pense qu'on sentait quand même qu'on était fatigués, et enchaîner 2 postpartum rapprochés, ça allait peut-être être compliqué. Mais voilà, ça s'est mis en place comme ça. Donc on a vraiment là par contre annoncé à nos parents très tôt. Parce que moi je sentais que je ne pouvais pas en tout cas garder ce premier trimestre en fait en secret. Et nos parents ont pris la nouvelle aussi positivement, mais du coup aussi un peu tous chamboulés en disant ah oui mais ça va être intense, ça va être pas. Ça va être pas. Ça l'a été, mais voilà, ils étaient aussi contents pour nous. Et, tout s'est fait à chaque fois dans un accueil assez sain et serein. Il n'y avait pas de préjugés ou de dire vous êtes sûr ça va le faire. De toute façon on verra. Et puis, plutôt bienveillant. Toujours oui, dans l'ensemble on a quand même 2 familles où on est très très proches et on le voit encore aujourd'hui. On est soutenus là-dessus, il n'y a pas de... Alors cette deuxième grossesse, pour le coup, par rapport, on va pas comparer, chaque grossesse c'est différent, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais pour le coup, cette deuxième grossesse, comment tu l'as vécue? Avec notamment le travail dont tu continuais, mais surtout un autre enfant qui était déjà là. J'avoue que ça a été quand même intense, et je pense que physiquement, du fait au départ de mon choix de vouloir peut-être remettre une contraception, en fait je ne voulais pas le voir, mais j'étais déjà, je pense, épuisée physiquement et émotionnellement, même si tout se passait bien. En fait c'était très dur d'avoir tous ces rôles de femme, de mère et de thérapeute, parce qu'en fait écouter les patients, et puis j'aime vraiment prendre le temps, donc je pense que j'imbibais beaucoup de choses. Mais voilà, c'est ma casquette et je l'assume, mais je pense qu'il y avait quand même des petites carences émotionnelles et physiques. Donc, si ça a pris, je me dis que la grossesse, elle avait sa place. C'est sûr. Mais du coup, voilà, besoin quand même de me remplir. Donc, je mangeais beaucoup, mais je ne prenais pas plus de poids que ça. Voilà. Il n'y avait pas de pathologie particulière. J'ai eu aussi en fait un suivi classique de 3 échos. Je n'ai pas le souvenir en tout cas que ce soit alarmant. Ça se passait bien, mais il fallait gérer tous ces rôles de femme, de mère et d'ostéo. Et sur ce plan-là, je pense que j'étais pourtant du coup dans un statut de collaboratrice, mais on était 3 collaboratrices enceintes en même temps, à 15 jours de terme chacune. Et je pense que ça aussi, ça a un peu fait vaciller notre capacité de pouvoir s'autoriser à ralentir un peu dans nos rythmes de pro. Et c'était aussi l'histoire en tout cas, mais personne n'a osé s'arrêter plus tôt que prévu. Et en fait, c'est autour du 7e mois où là, c'est le gynéco sur la 3e écho. Il me dit, mais par contre, vous ne retournez pas bosser demain, je vous arrête de suite. Je suis pourquoi en fait, il me dit, là, vous êtes en menace d'accouchement prématuré, parce que j'avais déjà un col modifié, un col ouvert. Donc, c'est un petit électrochoc pour moi, parce qu'en fait, j'avais mon planning de 3 semaines qui était prévu. Et puis, du fait de tisser aussi ce lien avec les patients, d'avoir prévu les rendez-vous avant de partir en congé mater, j'avais un peu ce poids-là en me disant, mince, en fait, je dois m'arrêter. Et en fait, là, je me dis, oui, écoute-toi, t'as pas le choix, de toute façon, on l'impose. Si tu refuses de rester reposée, en fait, il t'hospitalise, le gynéco. Donc, effectivement, en fait, c'est que je me rends pas compte de la situation. Et là, je m'en veux un peu, en fait... Alors, à moi, oui, je pense, parce que j'ai pas pris le temps de prendre du temps pour moi dans la grossesse. J'ai fait comme et dans la première, en fait, pour les deux. Aucune préconception consciente, aucune sensation que c'est important de prendre soin de soi, de ralentir, de bien se nourrir, sur tous les plans, en fait, au sens propre, au sens figuré. Et avec le recul, je pense que j'aurais aimé, en fait, vivre les choses plus sereinement. Et à chaque fois, en fait, j'étais imbibée par le contexte, en fait, pro, qui avait aussi beaucoup de place, et le regard aussi des gens, de s'autoriser à s'arrêter. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire, merde, si
sentez que c'est vital de ralentir, écoutez vos cœurs, vos utérus, vos bébés, en fait, c'est vital. Est-ce que ta casquette pro t'a empêché à certains moments de faire des choix en conscience? Oui. Oui, parce que moi, tu vois, je suis quand même. Je viens d'une famille où le travail est important, cette reconnaissance d'avoir du sens et d'être disponible. Donc, j'ai cette reconnaissance, en tout cas, aujourd'hui, envers mon papa qui est entrepreneur et autres, maman qui est du coup dans le côté médical. Mais je pense qu'à un moment donné, j'étais quand même en colère en me disant, mais pourquoi on s'impose ça, en fait? À un moment donné, on fait le choix d'entreprendre, mais pourquoi on ne fait pas le choix de ralentir et d'oser dire que oui, là, on va peut-être prendre un congé plus long? Parce qu'en fait, il y a tous ces préjugés et le monde dans lequel on vit, où on veut toujours faire plein de choses et jamais montrer qu'on est vulnérable et jamais s'arrêter et toujours garder le smile. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, oui, ma vulnérabilité, en fait, ça a été une force. Donc, j'aimerais le crier sur tous les trucs. Si c'est vraiment trop dur, osez-vous et arrêtez-vous, c'est hyper important. Alors, ton deuxième accouchement, est-ce qu'il a été mené, en tout cas, comme tu le souhaitais, comme le premier ou pas? Ouais, je pense que mon petit bout de chou à Louis, c'est lui, en tout cas, qui va me réconforter en fait dans le potentiel et le pouvoir que la naissance physio peut vraiment. C'est un réconfort. Donc ouais, mais pareil, en fait, tu vois, pas de préparation si consciente que ça. J'ai découvert en fait aussi quand même Karine, Quantique Mama, qui est du coup une sage-femme québécoise. Elle avait un blog à ce moment-là, donc c'était autour de 2017-2018. Et c'est vrai que déjà son blog était plein de ressources en fait, sur la compréhension de la physiologie de la naissance, vraiment de considérer le placenta, enfin plein de choses et de se préparer en fait à une naissance plus en conscience. Donc j'étais éveillée à ça, mais pareil, tu vois, j'ai pas fait de préparation spécifique, pourtant elle en proposait. Je me dis, bah oui, je chope les infos et puis c'était pas encore le temps. On verra comment je peux mettre ça en place, mais pareil, vu que j'ai eu un mois pato supplémentaire, j'ai pas eu le temps d'intégrer toutes ces infos et de le mettre en place à 100%. Mais mon petit bébé, je pense qu'en fait, il m'a permis de le faire parce que tous les deux, on avait l'appréhension, Lionel et moi, que ça dure aussi longtemps, qu'on subisse quand même un petit peu ça. Et en fait, pareil, Aloïs était prévu pour le 6 juin, il est né le 2. D'accord. Mais en fait, on est arrivé à la mater le 1er. En fait, fin de journée, on avait joué avec Léa, on avait marché, les contractions étaient déjà un petit peu présentes. Je me dis, bon, là, effectivement, je pense que ça ressemble à un travail qui se met en route. Mais là, je me dis, je ferai pas comme pour le premier, j'étais pas positive au strepto, donc on reste à la maison le plus possible et on voit si c'est vraiment le moment de partir. Ça, je m'étais fait la remarque, je disais, c'est sûr, on partira pas aussitôt. Je veux pas, en tout cas, vivre ce choix ou d'avoir peur qu'on m'impose la péri de nouveau. Et en fait, du coup, là, je dis à ma maman et mon petit frère, parce que j'ai un petit frère, on a 13 ans d'écart, qui est venu avec ma maman, pour garder Léa. Il y avait encore ce match de foot, donc ils ont dû commencer à regarder, je crois, à la maison, et moi, je fais un petit bain, histoire de voir si ça détend ou pas, et non, effectivement, le travail s'accélère. Donc, 21h30, la valise est bouclée, on part à la mater. On arrive, donc pause de monitoring. Effectivement, le travail est avancé, mais pas dilaté tant que ça, 3-4. Et là, on se dit, oh, bon, si ça refait comme pour Léa, de toute façon, on est là, il faut qu'on vive. En fait, au départ, j'ai dit, ok, me dis pas ça, on verra bien ce qu'il en est. Mais Lionel, je sentais qu'il y avait cette crainte-là. Et une fois le monito posé, tout est validé. Donc, ils me disent, on va passer dans la salle de pré-travail. Et en fait, là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes. On n'était pas encore en salle de pré-travail. Mais je sens en fait que pour me protéger inconsciemment, Aloïs il me dit, on va se mettre dans notre petite bulle, on va se poser, on va vider vraiment toutes les selles. Et en fait, pendant 3 quarts d'heure, je pense que je reste sur les toilettes. Et en fait, cette posture, elle est magique. Parce que du coup, en l'espace de 2 heures, il y a eu les 45 minutes où j'étais vraiment sur les toilettes dans cette salle de pré-travail. Enfin, avant cette salle de pré-travail, c'est juste où on fait le monito. Je passe dans la salle de pré-travail, pareil, je reste en fait assise sur les toilettes parce que j'avais vraiment envie de me vider. Et là, je me dis, wow, c'est intense. Et en fait, Aloïs fait toute sa danse dans cette posture en étant assise sur les toilettes. Et là, à un moment donné, je dis à Lionel, j'ai vraiment envie de pousser. En fait, c'est plus la sensation d'avoir envie de pousser mes selles, mais je sens que là, Aloïs est présent. Et donc là, il me dit, bon, attends, j'appelle la sage-femme. Et là, la sage-femme, elle voit ma tête, donc je pense qu'elle se rend compte qu'effectivement, ça allait très très vite. Elle me dit, on va pas rester sur les toilettes, ma petite dame, on va directement en salle de naissance. Et donc en fait, là, j'avoue que je reste vraiment focus et je suis dans vraiment ma petite bulle et il n'y a rien qui me perturbe. Et en fait, cette
cette petite condition, en fait, dans les toilettes, Ouais. d'être toute seule avec moi-même, alors que je pense que j'aurais eu besoin peut-être d'une présence, mais vu que je l'ai pas eu la première fois, je me suis moi-même protégée. Et bah, ça a pleinement, en fait, lancé tout le travail. Et en 2 heures de temps, dilatation complète. Donc, je suis arrivée à 21h30, 22h. Super. Et à lui, c'est né à minuit 10. Mais tu parles des toilettes et je rebondis là-dessus parce que la première aussi, premier accouchement, tu as dit que tu avais fait un petit moment en fait justement avant la péri dans les toilettes. Et alors au-delà des toilettes du terme, je veux dire par là que c'est un espace qui est assez étroit, intime, dans lequel où voilà, c'est là où je veux en venir en fait, dans lequel tu avais l'air de te sentir bien pour pouvoir réfléchir sans... Pour Aloïse, du coup, c'était hyper sécuritaire. Voilà. Et je me sentais dans ma petite bulle. Pour Eléa, du fait de ne pas avoir toutes ces infos, en fait, que c'était précieux aussi d'avoir ce petit temps pour moi. Ça. Je l'ai vécu de façon un peu traumatique parce que j'étais apeurée et j'avais peur, je savais pas ce qui allait se passer. Et du fait qu'il y ait cette petite péri qui m'attendait derrière, je pense que c'était vraiment ça, cette pression. Alors que là, on m'a pas dit on vous posera la péri ou pas. En fait, on m'a laissé vivre mon truc et du coup, j'avais pas ce petit stress. Pas la pression. Et en fait, bah ouais, sans adrénaline, tout le travail se met en place. L'ocytocine, elle fait son effet. Donc du coup, bah ouais, un super travail. Et du coup, une naissance en pleine douceur et puissance parce qu'en fait, j'ai que des bons souvenirs en fait de cette intensité et j'ai même plus la sensation d'avoir en fait souffert. C'était vraiment vécu pleinement. Et là-dessus, bah, je sais qu'on nous a permis en fait de vivre la naissance. Mais je pense plus à Louis, pas le corps médical, parce que la sage-femme était présente. Mais je pense que c'est notre petit bout de chou qui nous a dit là, on va dérouter un peu le protocole classique que vous avez vécu pour Eléa. Là, on est prêt, on y va. Et j'avoue que il y a quand même un autre petit truc, tu vois, où j'étais pas si consciente que ça. La sage-femme me dit bah, on va tout de suite en salle de naissance. Mais de nouveau, tu vois, j'ai pourtant fait tout mon travail en position assise. Et là, en fait, elle me dit bah, position gynéco, et c'est plus facile pour moi. Et en fait, je suis dans mon truc, donc je ne dis pas. Mais peut-être que là, si Lionel, tu vois, il était plus aussi conscient, en fait, de ça, on aurait peut-être poursuivi, en fait, en position soit accroupie, ou peut-être à 4 pattes, je sais pas, mais... Puisque c'était ta position, justement, sur les toilettes, notamment. Et là, je me dis, mais pourquoi changer, en fait, alors que c'était hyper physio? Bon, c'est pas pour ça que ça empêchait Louise de Bien sûr, totalement. Mais je me dis, en fait, ils imposent quand même quelque chose d'hyper confortable pour eux, donc je comprends que c'est comme ça, mais sur le coup, je me dis, quand même, il y a encore un petit truc que j'ai pas osé pleinement dire, que j'aurais aimé accoucher dans cette posture-là, parce que bah, là, je leur ai fait confiance. Elles m'ont dit, bah, tu vois, j'ai quand même donné mon corps, je sentais bien que c'était... Et voilà, sur ce que j'avais juste, en tout cas, remarqué avec Karine, donc elle avait vraiment expliqué un petit peu, déjà, j'avais cette notion de vortex, avec le cercle de feu, le passage, où c'est vrai que pour Eléa, j'avais beaucoup appréhendé que ça déchire. Et en fait, là, pour Aloïse, j'avoue que j'avais beaucoup préparé mon périnée et j'avais une autre conscience, en tout cas, de mon corps à ce moment-là. Et petite anecdote, en fait, cette préparation en amont, où j'ai vraiment aussi, moi, senti en fait, le plaisir personnel, je m'étais jamais masturbée avant, en tout cas, cette grossesse. Et c'est bien, en fait, ce que la sage-femme m'avait transmis en me montrant, et où j'ai découvert que c'était possible. Donc, j'avais quand même 26 ans, quoi. Et je m'étais jamais masturbée avant. Donc, quand même, je me dis, waouh, cette grossesse, elle m'a quand même apporté beaucoup de choses. Et dans l'inconscient, en fait, à Louis, je pense qu'il était vraiment là pour m'éveiller pleinement. Alors qu'Eléa, elle était encore dans cette douceur, toute cette innocence, en tout cas, de la jeune femme que j'étais, de la jeune mère que j'allais devenir. Et déjà, Louis, je sentais que c'était sur une étape différente. Donc, déjà, je pense que j'avais un autre rapport à mon corps. Et en fait, son passage de tête, je me rappelle l'appeler en fait en lui disant je suis prête et j'ai crié fort en tout cas de toutes mes forces ce côté sauvage et je lui ai dit je suis prête, tu peux arriver et là c'était vraiment intense, mais ce cercle de feu il était magique et vraiment vécu en conscience et là j'avais visualisé en fait que c'était possible de s'ouvrir. Tu as quand même déjà évolué et cheminé déjà depuis la dernière, ton premier accouchement et aussi parce que tu avais connu Karine aussi qui t'avait ouvert. Oui, je pense que pendant la grossesse d'Aloïse, si je n'avais pas rencontré Karine, je pense que je n'aurais pas eu toutes ces infos. Donc oui, je la remercierais jamais, ça c'est sûr. Et alors là, après, tout à l'heure, tu disais que ton deuxième postpartum n'avait pas été similaire au premier. Alors, parce que c'est vrai qu'en général, on dit d'un point de vue physique, que quand on a un accouchement aussi qui s'est très bien passé, sans conséquences avec le péri ou d'autres conséquences, on le vit un petit peu mieux. Alors, justement... Je te le valide à 3000%, effectivement. Physiquement, on s'en remet bien plus. Mais du fait, moi, en fait, je pense d'avoir débuté cette deuxième grossesse aussi un peu carencée. En fait, j'avais pas toutes les ressources en moi. C'est ça.
Et c'est vrai qu'émotionnellement aussi, on a vécu le deuil du décès en fait de la grand-mère de mon mari. Oui. Et je pense que ça a quand même eu un impact aussi sur comment on se sentait en fait après. Bien sûr. Et il manquait quelque chose. Donc le deuil faisait déjà partie aussi quand même un peu de notre histoire. Ouais. Et je pense que de son côté... Un deuil, pardon, Pauline, je t'interromps tout de suite, qui est arrivé pendant la grossesse ou après? Ouais. Pendant la grossesse. La mamie de Lionel est décédée en fait... j'avoue, tu vois, je suis pas revenue dessus, mais elle est décédée 2 mois avant la naissance d'Aloïs. Et le lendemain en fait de ma 3e écho, on m'annonce la menace d'accouchement prématuré. D'accord, ok. Donc ça a son sens. Ouais. Et c'est vrai qu'émotionnellement, ça, en fait, dans la vie intra-utérine, du coup, moi qui ai mon rapport ostéo, en fait, ça s'est retrouvé à Aloïs à ses 2 mois de vie. Ouais. Où en fait, pendant un mois, il n'a pas pris de poids. Hein, et en fait, émotionnellement, tous les deux, on n'avait pas lâché ça parce que c'était tout frais. On était dans notre vie de parents, mais en fait, ça s'est reporté en fait sur notre bout de chou. Donc, pas de culpabilité, mais en fait, on s'est bien rendu compte que si on lâche pas nos émotions, en fait, tout ce qui se passe dans l'invisible a un impact sur le visible. Donc, il n'y a pas de regret à avoir, mais tisser son deuil, en fait, en étant accompagnée, en ayant le temps de déposer, je me rends compte aussi, en fait, qu'il faut accompagner toutes ces femmes, toutes ces familles, peu importe ce qu'elles vivent, ça a sa place, en fait. Et nos enfants, ils portent tous des petits bagages, nous aussi, hein. Quand on devient parent, je pense qu'on se dit « Oh là là, mais je ne veux pas transmettre ça ». Et on fait comme on peut, mais... il y a des outils qui existent, en tout cas. Et qui correspondent chacun... il y en a plein, on trouve tous ceux qui nous correspondent, on en teste, d'autres on valide pas. Bien sûr. Et ça, on a quand même un super panel en fait de prise en charge, mais il faut oser en fait demander l'aide et on sait souvent pas ouvrir quelle porte. Non, clairement pas. Mais pour le coup, ça me fait rebondir sur que ça soit sur ta première grossesse ou ta deuxième et le postpartum aussi, premier ou deuxième. Est-ce que tu as été déjà d'une part accompagnée d'une autre façon que le corps médical? Et deuxième question en même temps, est-ce que tu as été entourée par un village qui soit amical ou familial, que ce soit pour le premier ou le deuxième? Eh bien, à ce moment-là, j'avais pleinement pas conscience aussi de cette importance en fait d'être accompagnée. Et puis, dans mon rôle en fait de thérapeute, montrer qu'il fallait oser demander de l'aide, que ce soit en fait à mes amis, à mes collègues et à ma famille. Non, en fait, c'était pas quelque chose de simple pour moi, alors qu'aujourd'hui, oui, je ferais différemment. Alors, la notion du mot d'heure avec le village, de la famille, aujourd'hui, je le vois parce que du coup, j'ai un de mes 2 petits frères qui est papa depuis 5 mois. C'est longtemps, Et du coup, lui, il a bénéficié pleinement en fait de ça, même si il chemine aussi comme ils le peuvent et comme ils le souhaitent. Donc, c'est vraiment fort et que chaque famille a sa propre histoire, mais du coup, ils avaient pleinement notion de ce mot d'heure et j'avoue que c'est un plaisir en fait de les voir cheminer et évoluer sans en fait se sentir coupable ou de voir qu'en fait la famille souhaite ça. Si c'est pas ok en fait avec nos souhaits, j'avoue que là-dessus on n'a pas osé non plus en fait dire à nos parents si on souhaitait qu'ils soient présents, pas présents, qu'ils nous chouchoutent avec des petits plats, qui viennent. En fait, on a toujours été avec Lionel à aimer recevoir nos amis, notre famille, et on a continué en fait sur cette dynamique-là quand on a eu nos enfants. Et en fait, le postpartum d'Aloïs, les gens nous voyaient, mais en étant lessivés, en me disant vous avez l'air fatigué, ouais en fait on n'en peut plus, mais parce que du coup personne nous chouchoute, on continue de faire comme avant, on reçoit autant, on donne, mais du coup on se recharge pas. Donc si on avait pu je pense transmettre ça à nos parents sur l'importance en fait de continuer de tisser ce rôle de chacun, parce que eux aussi devenir grands-parents c'est intense. Ça aussi, et même le petit rôle, je dirais, avec ma maman, je pense que bien sûr. du fait d'avoir un petit frère qui avait que 13 ans quand elle est arrivée, moi j'avais 13 ans quand mon petit frère est né. Incroyable. Wow. Donc je pense que ma maman elle n'était pas trop prête à être grand-mère et elle était pourtant ravie pour nous, mais je sentais que du coup elle était partagée entre être encore cette maman d'un ado de 13 ans et en même temps de devenir grand-mère de sa fille aînée. Et je pense que c'était vraiment très intense physiquement et ça je lui en veux pas, mais je pense qu'aussi j'ai voulu mettre un petit peu de distance et pour me protéger moi, mais en fait je comprenais pas pourquoi je faisais ça, parce qu'elle avait envie peut-être de me chouchouter, mais je sentais qu'au fond elle avait pas la capacité émotionnelle de vraiment me soutenir en fait sur un postpartum où elle pouvait en fait me remplir juste le côté alimentaire, bien sûr, et vraiment ce besoin affectif. Donc là-dessus je pense que on aurait pu faire autrement, mais on n'avait pas les infos encore. Mais bien sûr, mais c'est important justement de les dire parce que tu donnes des clés en même temps, c'est ça qui est important. Et sur le point de vue professionnel, tu as repris aussitôt le travail? Alors à Louis, j'ai dû reprendre, il avait 2 mois et demi ou 3 mois. Peut-être j'ai pris 3 jours,
3 semaines 3 semaines, supplémentaires, ouais. mais pas tant que ça. Avec le souhait aussi de continuer l'allaitement. Hormis ce petit passage du coup qui était déjà en amont, hein, vu qu'à ces 2 mois il n'y avait pas eu de prise de poids, je sentais déjà que dans ma lactation il y avait une grosse fatigue et un impact émotionnel qui faisait que la lactation elle n'était pas en tout cas suffisante je pense pour lui. D'accord. Et je me souviens qu'Eléa aussi du fait en fait que Aloïs soit arrivé tôt, qu'on ne soit pas forcément prêt, ça a aussi un peu conditionné elle sa place et en fait elle était très très demandeuse. Dès que j'avais son petit frère au sein, en fait, c'était à agiter tout autour. Donc, il fallait vraiment que j'aille dans un endroit où je sois en contact qu'avec Aloïs. Et ça, en fait, j'avais aussi du mal, moi, en fait, à lui mettre de la distance parce que c'était pas OK pour moi. En fait, je voulais tout faire pour eux de la même façon. Et en fait, on peut pas. Et notre amour, il se décuple. Mais en fait, non, il y avait une part aussi de culpabilité de pas avoir préparé le terrain pour nous comme pour elle. Et en fait, on se prend toute cette vague un peu. Mais... Voilà, ce travail à la suite en fait a été la goutte d'eau parce que j'ai continué comme avant à reprendre un rythme parce qu'il fallait et vu qu'on était ces 3 collègues à devoir reprendre aussi le travail pour lâcher les rencontres. Oui, une sorte de pression quand même. Il y avait une pression, c'était pas hyper serein, il fallait y retourner en fait sans avoir préparé le terrain. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est à la suite justement de cette dernière grossesse que tu décides, en tout cas, d'aller voir un petit peu plus ce qu'est le métier de doula. Comment tu découvres d'ailleurs ce métier de doula ? Alors ce métier de doula, je le découvre au final assez tardivement parce que en fait, avant que je connaisse vraiment les doulas, c'est en août 2021 où en fait je fais le séminaire de Karine sur l'approche quantique en fait de la naissance parce que je sentais qu'avec mes 2 accouchements qui étaient vraiment différents, un du coup avec une prise en charge médicale et l'autre complètement physio, j'avais envie en fait de détricoter déjà pour moi en fait ces 2 histoires et au vu en fait de ce que je ressentais quand même en tant qu'ostéo à recevoir les femmes qui avaient quand même beaucoup de trauma obstétrical, je me dis mais il y a quand même quelque chose à faire en amont. Je pense pas que j'étais si je pense que j'étais frustrée. Mais j'avais envie en fait de leur apporter d'autres infos et de les soutenir en fait dans leur postpartum avec ces traumas qu'il fallait vraiment libérer. Donc je me dis en ostéo, ok c'est bien, mais en fait il y a tellement de boulot en amont qu'il faut que j'ai des infos en fait pour leur transmettre ça. Et du coup ce séminaire-là, je me dis, en fait ça a été la révolution. Je me revois dire à mes collègues, mais en fait on doit mettre des ateliers en place sur vraiment en fait ce que les familles peuvent mettre en place pour mieux comprendre en fait la physiologie de la naissance et surtout le transmettre en fait aux professionnels parce que les équipes elles ont leur protocole et parfois c'est tellement intense qu'il n'y a pas une femme une sage-femme que en fait les femmes et les familles attendent toutes seules et c'est ça en fait qui a un impact après. Donc ce séminaire dans ce que Karine nous transmet dans la sensation en fait que tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui est vraiment l'approche quantique, donc l'impact de l'invisible, justement de définir ça, l'impact de l'invisible sur le visible, en fait je me rends compte que oui, il résonne mais sur tous les plans, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et quand on n'en a pas conscience, en fait c'est ça qu'on retrouve dans les traumas. Il faut en fait détricoter toutes ces petites choses-là. Donc si en tant que pro de santé, que ce soit ostéo, les sages-femmes, les gynécos, et c'était ouvert, c'est ouvert en tout cas ce séminaire pour tous les pros. En fait ça nous remet vraiment à notre place et là on s'est dit que parfois on n'est pas juste dans notre éthique et dans notre déonto et en fait ce séminaire il m'a vraiment révolutionné en me disant mais si on avait toutes ces infos là aujourd'hui les femmes et les familles donneraient naissance à leur bébé mais en étant chouchoutées en fait sans adrénaline, sans avoir l'impression de subir quelque chose. Donc j'ai vraiment eu déjà un déclic en me disant ce petit quantique colibri il va vouloir apporter quelque chose en tout cas pour les familles. Je savais pas trop comment à ce moment-là, il fallait le temps que j'intègre un peu et que j'infuse en tout cas ce séminaire, mais c'était déjà en tout cas la première clé en me disant ok, il y a quelque chose à faire. Donc je savais que Karine avait lancé en tout cas son école de doula, je crois peut-être en janvier qui a suivi, c'était la première cohorte je crois, mais tu vois c'était pas encore, j'avais pas notion qu'il y avait déjà des doulas en France. Je voyais tout par Karine. Karine, c'était un peu mon idéal. Parce que Karine, comme tu l'as dit, elle est québécoise et donc avec vraiment cette vision de doula anglo-saxonne qui est très présente et qui est, je peux peut-être le dire aussi maintenant, qui est encore différente de celle que l'on voit et que l'on perçoit en France en ce moment même. C'est encore autre chose. C'est une autre approche en tout cas. Et c'est, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui a laissé en tout cas en moi un truc en me disant il faudra que je me forme à autre chose pour pouvoir accompagner en tout cas dans moi ma posture pro ostéo un autre truc parce qu'au fond moi je pense que j'avais cette petite écoute déjà de doula d'accompagner en fait les couples, de comprendre les
m'aider en tout cas à détricoter, même si je renvoyais vers les différents pros, psychologues. Oui, au Parce besoin. que voilà, chacun a sa place et on chemine ensemble dans l'intérêt de nos patients, mais il y avait un petit truc en plus, je savais pas trop quoi, mais c'était cette première clé en tout cas avec le... Ouais. Et en fait, mon histoire du coup de pourquoi on va en arriver là, je pense qu'en fait le premier déclic il est là sur cette transition entre août 2021 et septembre 2021, où il y a vraiment eu un vortex qui s'est mis en place en fait à la suite de ce séminaire et tout le contexte en fait politique qui était en jeu avec le Covid, voilà. Donc je pense que j'étais fatiguée aussi d'avoir écouté et pris en charge tous ces patients qui avaient eu cette peur de Covid, et où moi du coup là physiquement j'étais face en fait à ce dilemme de l'imposition de l'obligation vaccinale. Et mon corps en fait était vraiment usé de ces 2 postpartum et de ma posture pro en fait de prendre soin des autres, où j'ai dit là en fait je peux pas, il faut que je m'arrête parce que sinon c'est moi qui vais vraiment plonger. Donc j'ai dit stop et j'ai suspendu mon activité en fait en septembre 2021. Donc sur le moment je me dis bon je réponds à la loi, je reste bien dans mes baskets, je ne demande rien à personne, on verra bien quand est-ce que je reprends mon activité. Et en fait, les mois ont suivi et là, la prise de conscience, en fait, ça a été une grosse claque. C'est parce que, j'ai pas pris soin de moi comme j'aurais pu, comme j'aurais dû. Parce que, toujours être dans le faire, de répondre aux besoins de chacun, de mes enfants, de mon mari, de mes patients, et à me zapper totalement. Donc, c'était pas une chute aux enfers, mais quand même, c'était une descente quand même. Une descente, Et avec le recul, s'il n'y avait pas eu, en fait, cette imposition vaccinale, je pense que... je me serais jamais autorisée en fait de m'arrêter. Donc aujourd'hui, je peux dire quand même merci en fait à cette période-là, avec le recul, pas sur le moment, parce que j'étais vraiment en colère contre beaucoup de choses et incomprise en fait par ma famille, par mes collègues, par beaucoup de monde, même dans certaines de mes amies. Aujourd'hui, tout est apaisé, on comprend en fait que le cheminement de chacun ne peut pas être jugé, et ça c'est hyper précieux parce que du coup les liens sont vraiment forts en tout cas dans nos amitiés. Mais comme quoi, il fallait encore oser en fait prendre la parole sans attendre en fait en retour du choix des autres. Et là c'était quand même très challengeant parce que j'étais au max de mes capacités, il fallait juste que je prenne le temps de me poser. Un sacré tournant quand même, une sacrée prise de position à tout point de vue, j'ai envie de dire, parce que là tu parles de la casquette pro, mais dans ta vie de femme, à tout point de vue en fait, c'est même au sein de ta propre famille, c'était quand même un bon tournant quand même dans ta vie. Un sacré tournant, aujourd'hui je pense qu'on peut en parler. Ils ont dû voir, mais en se sentant aussi impuissants, ils avaient eux-mêmes leur peur et leurs craintes. Et j'avoue qu'heureusement que tous les deux, en fait, on a fait ce choix conscient de résister en fait à ça, ce qui a vraiment valu en fait le tissage de notre amour, parce que je pense que si l'un de nous deux avait cédé en fait à cette peur-là, je pense qu'aujourd'hui on n'en serait pas là et on aurait vécu peut-être autre chose. Et je pense que c'est cette force-là qui fait qu'aujourd'hui on est encore là et qu'on a osé faire de nouveaux choix et qui sont en fait pleinement conscients. Et aujourd'hui, peu importe en fait les choix de chacun, c'est tout. Bien sûr, non, ça vous avez fait cheminer en tout cas l'un et l'autre. Alors, pour le coup, tu profites entre guillemets du confinement et de la période Covid pour te former au métier de doula. Alors oui, mais tu vois, ces 3-4 mois-là où en fait je constate que oui, je suis épuisée, j'avoue que je suis quand même très éparpillée. Je me dis, je suspends mon activité, mais quand est-ce que je reprends? Parce qu'en fait, à ce moment-là, tant qu'on n'était pas positive au Covid, on ne pouvait pas reprendre l'activité. Donc j'ai été positive au Covid en janvier 2022. Et là, je me dis, c'est bon, je peux y retourner. Mais en fait, non, je me voilais la face puisque physiquement, j'étais incapable de reprendre un rythme comme avant. Et je pense que je n'avais pas du tout eu le temps nécessaire en fait pour prendre soin de moi encore. C'était pas assez conscientisé. Et en fait, voilà, c'est le cheminement pro qui reste en suspens. Et du coup, à travers le séminaire de Karine, où je pense que moi j'avais quand même cette envie viscérale de porter à nouveau la vie, de pouvoir en fait mettre en place quelque chose de différent sur une préconception consciente, le souhait en fait peut-être d'un enfantement à la maison. J'avais en fait pas envie de guérir mes 2 premiers enfantements parce qu'ils sont merveilleux, mais de le faire encore avec tout ce potentiel et de vivre le truc à 3000%. Et j'avais aussi le souhait en fait de proposer à Lionel d'être vraiment aussi plus présent à mes côtés et que lui aussi il chemine en fait dans sa parentalité encore plus consciente. Et voilà, moi en septembre 2021 en fait j'ai arrêté ma contraception, donc là j'avais un stérilet en cuir, donc j'avais eu dans mon sac à main à la suite voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de on avait lâché la contraception en pensant que c'était une affaire résolue. Et en fait
Du coup, j'avais gardé ces stéroïdes. Il m'attendait pour le postpartum d'Aloïs. Et là, par contre, on n'avait pas du tout attendu. 2 mois, en fait, postpartum d'Aloïs, on a posé le stérilet. Et c'était OK pour moi. Et voilà, c'était plus confortable. Mais du fait, en fait, de mon épuisement, en fait, j'ai eu envie vraiment de retrouver mon corps parce que je me sentais vraiment vide partout. Et j'ai dit à Lionel, sans le mettre en porte-à-faux, je lui ai dit, écoute, là, j'ai vraiment besoin, en fait, de faire un break sur moi, ma contraception. En fait, j'ai l'impression que ce corps étranger, je le supporte plus et il faut que je l'enlève, donc je le retire. Et après, je lui disais, on verra bien ce qu'on mettra en place. Lui, il était quand même très ouvert à faire une vasectomie parce que pour lui, c'était déjà clair qu'il ne souhaitait pas d'autres enfants. Mais moi, tu vois, du fait d'avoir eu 2 grossesses rapprochées, je me suis jamais préparée, en fait, à faire un deuil sur une 3e grossesse. Donc je gardais, je pense, au fond de moi cet espoir. Et puis, pour moi, accompagner les femmes, chouchouter tout l'axe de la périnate, c'est tout moi, en fait. Ça a toujours été en moi, ça depuis toute petite. Donc, je pense que je m'étais pas du tout préparée à ce que ce soit la dernière pour Aloïs. Et en fait, je crois que la vie et l'invisible nous a vite rattrapés. Donc, on appréhendait, en fait, sur ces 3-4 premiers mois, la possibilité, en tout cas, d'avoir une grossesse sans qu'il y ait vraiment de protection, même si on faisait attention et qu'on avait les préservatifs. Mais je me cherchais quand même beaucoup. Dans ma sexualité et dans la nôtre, en tout cas, c'était pas fluide parce qu'en fait, je me sentais tellement vidée qu'on n'avait pas de rapport vraiment régulier. Et en fait, je pense que le début d'année 2022 avec ce Covid qui est arrivé, où là, ça m'a vraiment aussi plongée au ras des pâquerettes. Je me dis, bon, là, il faut vraiment que je prenne soin de moi. En fait, j'arrête de me voiler la face. Il faut que je mette des choses en place. Il faut que j'ose demander de l'aide. Donc là, je fais un petit coaching, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, sans m'en vouloir, et d'enlever un peu toute cette colère, de subir, en fait, ma vie, là. J'en avais vraiment marre. Et du coup, je prends contact avec une doula qui, du coup, était formée déjà par l'école quantique. Et du fait d'avoir retiré ma contraception, je voulais vraiment avoir plus d'infos, en fait, conscientes sur mon cycle, sur vraiment, d'apprécier et de retrouver quelque chose d'harmonieux, parce que je sentais que du coup, mes cycles, ils étaient aussi un petit peu chamboulés, et que du fait de cette carence physique et émotionnelle, les cycles, ils étaient vraiment pas jojo. Donc je fais cet atelier et cette rencontre avec, elle s'appelle Pauline aussi, donc c'est une doula. Et vraiment, c'était chouette. Et déjà, je me dis, en fait, je peux aussi, à travers mon cycle, peut-être prendre soin de moi et remettre plein de nouvelles choses en place. Et en fait, je pense que ça a été mon déclic en me disant, oui, il faut que je prenne soin de moi. Et en fait, je pense que ça, juste ce petit déclic-là en me disant, il faut que, oui, tu observes, en fait, tes cycles, ça allait ouvrir, en fait, tout un potentiel de guérison. Et en fait, rattraper vraiment par cet élan de vie qui m'appelait depuis quelques mois, parce que je me sentais tellement vide. Que je visualisais, en fait, je pensais, parce que moi, ce souhait de 3e bébé était vraiment viscéral, et Lionel, il l'entendait, mais pour lui, c'était pas du tout OK, et je le comprends aussi, et franchement, notre cheminement, derrière, il a toute sa place, mais vu que j'étais pas prête, et que mon deuil était pas fait, et que j'étais vraiment éparpillée, en suspension dans tous les sens, physiquement, professionnellement, enfin bref, y a cette petite graine, en fait, qui vient s'implanter, suite à un rapport qui était pourtant protégé, mais échec, en fait, de protection, puisque c'était un élan où là, du coup, vu que j'avais pris conscience de l'importance, en fait, de nos règles, d'observer l'ovulation, et en fonction de la glaire, de tout ça, que oui, la fenêtre fertile, on se sent bien et on a envie, en fait, d'avoir des rapports. Et là, on s'est dit, oui, ça fait quelques mois, en fait, que je suis vidée, donc j'avais aucune énergie, en tout cas, dans ma sexualité. Et là, il y avait un regain d'énergie. Donc, on en profite, puisqu'on était contents de se retrouver tous les deux. Et je pense qu'en fait, du fait tellement on était contents et ravis, ce petit échec, en fait, de protection a fait qu'il y a une petite graine qui est venue se lever au cœur de mon utérus. Et voilà, ce qu'on appréhendait, en tout cas, depuis quelques mois, du fait d'avoir fait ce choix de retirer le stérilet, est arrivé. Donc, c'était pas sans difficulté, en tout cas, de prendre les choses comme ça, puisque Lionel, en fait, avait déjà l'appréhension, et il me dit, mais si, il faut absolument que je fasse la vasectomie, je veux prendre le relais de notre contraception. Et moi, vu que j'étais, en fait, tellement éparpillée, je lui dis, mais non, ne m'impose pas ça, je suis pas prête. Donc il comprenait, en fait, qu'il pouvait pas me le faire tout de suite. Et en fait, oui, on a été face à ce choix-là. Donc ce mois de février, il restera aussi très symbolique dans notre vie à tous les deux, parce qu'en fait, avec le recul, professionnellement, tous les deux, on était perdus.
Ouais. Lui, il a fait aussi des démarches à ce moment-là Ouais. pour changer de travail. Pas de hasard. Moi, du coup, sans me rendre compte, parce que le mois de février 2022, il a été du coup plein de vie, parce que du coup, cet élan, en fait, Bien sûr. on était ravis de se retrouver. Même les enfants, je me souviens, c'était les vacances scolaires de février, donc je me retrouvais avec eux, je partageais de bons moments. Je me dis, mais il y a quand même des signes, du coup, ça faisait 3-4 mois, j'étais hyper fatiguée, pourquoi je retrouve un regain d'énergie, là, il y a quand même une petite entourloupe, et j'avais cette appréhension de me dire que ce rapport-là, il aurait pu être fécondant. Donc ça restait dans un coin de ma tête. Et à la fin de ce mois-là, vu que mes amies étaient quand même très soutenantes, il y en a une qui m'a dit, bah viens, on passe une journée ensemble, on se fait chouchouter à la maison, on vient faire venir une masseuse. Donc c'était vraiment chouette, parce que là-dessus, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes amis à mes côtés. Et cette rencontre avec cette masseuse va rester aussi, parce qu'en fait, à la fin de ce soin, je me revois en fait à me vider en fait de larmes, et toutes les intuitions que j'avais eues sur ce mois de février, d'avoir la sensation en fait de porter la vie, ça s'est vraiment révélé, parce que du coup à la fin du soin, j'en pouvais plus en fait, je me suis rhabillée, j'arrivais pas à fermer mon pantalon, et j'ai dit à mon amie, écoute, tu connais notre histoire, hein, tu sais que Lionel il est pas prêt à avoir un troisième bout de chou, moi je l'appréhende aussi, mais en fait je sens que je vais devoir m'apprêter à vivre un deuil. Et là elle me dit, waouh Pauline, ça va être vraiment fort. J'ai dit ouais, je sais, mais je pense que je suis prête en tout cas. Et du coup à ce retour de soins, je rentre à la maison, on a aussi des amis ce week-end-là, parce qu'on est toujours à apprécier recevoir nos amis. Et du coup j'en parle à Lionel en me disant, demain je ferai un test avec les urines du matin, et on verra bien cette appréhension. Et ça s'est révélé positif, donc je n'y ai pas en tout cas, mais toutes les intuitions en fait du mois de février, et physiquement j'avais vraiment une jolie poitrine, je sentais en tout cas la vie dans le cœur de mon utérus, donc il n'y avait pas de doute, mais il fallait juste poser les choses et se dire ok, du coup on est face à ça, qu'est-ce qu'on fait. Alors peut-être que je vais rebondir maintenant, parce que toutes les deux, en tout cas, on a choisi cette date non par hasard de diffusion de l'épisode, puisque bon, on enregistre bien sûr seulement 2 petits jours avant la sortie de cet épisode, mais en tout cas, on a décidé que cet épisode sorte un jour particulier, donc le 8 mars. Et on ne savait même pas, en tout cas avant, on a choisi cette date, mais on ne savait pas toute l'histoire qu'il allait avoir autour, en tout cas, notamment à travers l'IVG. Donc aujourd'hui, la journée internationale des droits des femmes, et avec ton histoire, donc cette date, on va mieux comprendre. Mais en tout cas, elle a une saveur et un dessin aussi très très fort. Et comme là, on le sait toutes et tous, il y a quelques jours, donc le 4 mars dernier, le recours à l'IVG a été inscrit dans la Constitution. Et cette inscription constitue bien sûr une nouvelle page droits des femmes. Mais aujourd'hui, elle a une résonance très très particulière, puisque tu as cette force extraordinaire en toi de pouvoir venir nous déposer cette histoire-là, cette histoire qui t'a amené il y a 2 ans, tout pile, un 8 mars 2022, à prendre cette première prise médicamenteuse pour cette intervention. Et là, c'est l'objet en tout cas de cet épisode, de pouvoir déposer ton cheminement et celui aussi de ton conjoint sur cette décision que vous avez prise en commun, et sur, je le dis, et sur la beauté que vous avez mis aussi, cette lumière que vous avez mis autour d'Harmonie, puisque c'est le nom de votre bébé, lorsque tu lui as donné naissance. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir le décrire et le déposer, parce que c'est une façon lumineuse aussi de voir la mort, et d'en parler dans le cadre d'une intervention volontaire de grossesse. Et pour moi, c'est un honneur vraiment, Pauline, que tu puisses en tout cas venir déposer ça ici à mon micro. Ça résonne d'autant plus, on le sait, à travers l'IVG qui vient d'être inscrite dans la Constitution, mais au-delà de ça, en fait. Je pense que c'est important parce que beaucoup de femmes sont seules, et quelle que soit la raison pour laquelle on fait une IVG, je pense que la tienne a aussi toute sa place, et en tout cas, moi, j'ai essayé de tendre l'oreille aussi sur les raisons qui ont été les vôtres pour pratiquer une IVG. J'en ai pas entendu beaucoup parler. Et c'est une raison qui est tout aussi valable que les autres. Et donc voilà, je suis vraiment ravie que tu puisses maintenant peut-être nous décrire et déposer. Alors avec émotion, si elles sont là, on les accueille et elles sont totalement présentes. Mais nous déposer vraiment à partir de quel moment vous vous êtes dit on va faire ce choix-là, comment on va le faire,
comment moi, avec maintenant ce cheminement que tu avais avec Karine notamment, comment je vais accoucher et l'après. Comment tu as entouré toute cette naissance que moi, personnellement, je trouve extrêmement lumineuse. Donc, je te laisse peut-être nous déposer ici tout ce que tu as envie. Merci en tout cas Marion, parce que effectivement, symboliquement, ce 8 mars, il a aussi sa place dans notre famille, puisque ma maman a donné naissance en fait à mon deuxième frère. D'accord. Le 8 mars, donc je pense que pour elle aussi, j'ai toujours entendu que c'était intense, qu'il était né sur vraiment une des plus grandes marées du siècle. Tu vois, je pense que d'accord. C'est super fort et c'est le seul qu'elle a en tout cas allaité. Donc je pense qu'aussi dans comment elle s'était préparée, je n'ai pas vraiment les détails, mais il y a quand même ce lien là autour du 8 mars où je me dis ouais, ce droit des femmes, il y a vraiment quelque chose en fait symbolique. Et pour moi, sur le moment, j'avais quand même peur que ça ait une résonance en tout cas pour mon frangin et d'oser le dire en tout cas même à ma maman que je faisais ce choix là à ce moment-là. Mais aujourd'hui en fait, et peut-être qu'ils découvriront aussi à travers le podcast, mais l'épisode mais en fait, il y a beaucoup de douceur et il n'y a pas du tout de rancœur. Et c'est ce qui devait cheminer comme ça pour oser, en fait, faire ce choix avec ce droit qu'on nous donne. Donc, voilà, c'était... Alors, justement, ce choix, comment vous vient-il ? Comment tu l'as décrit, ton conjoint est totalement OK, en tout cas, pour le fait de ne pas avoir d'un autre enfant. Ouais. Mais je pense que même si tu sais ça, est-ce que l'IVG s'impose à toi automatiquement ? En fait, il s'impose à nous, mais de façon sécuritaire et saine. En fait, dans cette situation où on était tous les deux, du fait professionnellement d'être quand même un petit peu instable, et puis physiquement, émotionnellement, moi j'étais vraiment épuisée. Donc je me dis, sur le souhait en fait que je voulais une troisième grossesse avec une préconception consciente, je me dis mais non mais là c'est pas du tout ok. Donc je fais quand même confiance à la vie, et pourquoi cette petite graine elle vient se poser à ce moment-là, c'est parce que j'avais vraiment ce souhait de porter la vie. Mais en fait, c'était pas du tout conscient, et vis-à-vis en fait de notre choix de vie et de ce que Lionel souhaitait, je pouvais pas non plus en fait moi lui imposer en fait un troisième bébé. Et c'est là où on se rend compte que dans notre tissage en fait, pour moi je m'étais peut-être visualisée avec 3 enfants, lui toujours que 2. Pour l'histoire, on avait fait aussi tout jeune avec le petit pendu, avec la petite, notre alliance chacun. Oui. Et on avait été déroutés parce que lui comme pour moi en fait, on avait les deux mêmes choses, donc une petite fille en premier et un petit garçon après. Ça s'arrêtait là pour Lionel. Et moi, il y avait en fait une troisième grossesse, mais qui faisait quelque chose de bizarre. D'accord, incroyable. Et là, je me dis que du coup, symboliquement, après, on y croit pas, mais en fait, l'histoire d'harmonie et notre IVG a cette place-là, en fait, dans moi, mes antécédents gynéco, du coup, que Lionel n'aura pas, puisque l'impact, il n'est pas pareil, il ne l'aura pas porté, en fait. Mais je dis, en fait, c'était peut-être déjà inscrit, et oser prendre sa place. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui me résonnent. Donc, voilà. En tout cas, ce choix-là, il s'est imposé à moi par rapport au choix de Lionel, mais en fait, je m'étais quand même, je pense, préparée, parce que ça faisait des mois qu'on en parlait, que pour lui, c'était clair, mais moi, j'étais tellement pas prête, et je me sentais vraiment fragile et vulnérable, que, en fait, faire le choix de la vasectomie ou de reprendre une autre contraception, en fait, je n'arrivais pas à choisir. Donc, je pense qu'en fait, Harmonie est venue pour vraiment me donner, en fait, un regain d'énergie, et de me dire, mais positionne-toi, ose faire des choix, arrête, en fait, de... Donc, je le prends vraiment comme ça. Là, avec le recul, j'en parle comme ça, sur le moment, c'est vraiment une tornade. Il faut du coup contacter la sage-femme. Et Lionel me dit, t'inquiète pas, on va faire ce choix vraiment tous les deux en conscience. Moi, je lui demande vraiment à qui soit dispo, même si on sent bien que dans notre relation, du coup, il y a quand même... c'est sûr, ça doit être un peu électrique. Voilà, il y a de l'électricité dans l'air, mais... on prend le temps quand même de poser les mots. Tous les deux, on a vraiment cette faculté de savoir écrire, en fait. Donc souvent, en fait, au lieu de se parler verbalement, on écrit les choses et les émotions, en fait. Depuis qu'on est tous les deux, elles se déposent plus facilement. C'est beau, comme ça. Et tu vois, avant de préparer l'épisode, j'ai vraiment revu nos lettres, et en fait, il y a plein d'amour. Malgré, en fait, on se rend compte qu'on va devoir se pardonner, en fait, ce choix qu'on fait, mais en fait, il est tellement conscient et soutenant que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Donc voilà, donc le premier contact en tout cas avec la sage-femme, pareil, je le fais de toute façon, une fois qu'on se dit de toute façon il faut qu'on le fasse, on n'est pas prêt à accueillir ce troisième bébé.
j'appelle ma sage-femme qui m'a suivie pour Eléa et Aloïs. Et là, elle entend vraiment que j'étais déroutée dans tous les sens. Mais du fait de son expérience, elle s'agit pas et elle m'écoute, elle prend le temps de m'écouter. Elle me dit Pauline, c'est ma collègue qui pourra te recevoir parce qu'il n'y a que elle qui fait l'accompagnement des IVG. Mais elle a vraiment pris le temps en fait de transmettre les infos et je sentais qu'il y avait déjà beaucoup de douceur. Mais j'étais vraiment tellement peureuse de ce que je pouvais ressentir que je voulais en fait qu'on enlève tout de suite. Et en fait, ça se passe pas comme ça parce que le protocole en fait classique, il y a le premier rendez-vous, il y a une écho de datation. Donc je fais aussi en fait en me disant si ça avait été à terme, en fait, je l'ai quand même vécu comme si tout notre parcours, je l'ai quand même vécu même si on l'a arrêté précocement. Comme si j'aurais pu vivre avec un terme qui allait vraiment au bout. Et je regarde quand même cet écho. Après, c'est tout frais. La datation, elle s'est faite à, je pense, 6 ou 7 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, c'est juste, on voit un petit sac vésiculaire. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même symbolique pour moi. Bien sûr. Toutes ces intuitions et sensations que je ressentais en fait en février, j'ai l'image. Donc oui, en fait, ça acte aussi en fait. Et ça me donne de la place en tout cas à tout ce que je ressentais. Donc je me dis, en fait, je suis quand même consciente. Et j'étais à l'écoute de mon corps malgré tout l'épuisement. Et puis l'écho montre bien que la grossesse est bien localisée. Donc on peut faire en tout cas une IVG médicamenteuse, parce que si elle n'avait pas été bien placée, ça aurait été tout autre. Et voilà, la rencontre avec la sage-femme qui prend le temps de m'expliquer, qui écoute aussi toutes mes émotions. Et qui me présente en fait les deux protocoles, donc soit médicamenteux ou vraiment médical à l'hôpital avec le curetage ou autre. Et du fait de mon éveil, de vouloir faire les choses le plus consciemment possible, je lui dis effectivement si on a le choix de le faire à la maison quand on est prêt, à des dates qui nous ressemblent, oui, en fait je dis oui. Et du coup l'accompagnement se poursuit. Donc elle m'explique bien, il y a la signature du consentement, donc c'est quand même à chaque fois des petites étapes où on se dit en fait on va quand même arrêter un processus, mais il y a les hormones qui sont là, en fait il y a plein d'énergie, donc sur le moment ça se passe en fait, mais il y a quand même cette peur que tout s'arrête et que ce soit trop brutal en fait. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous faites part de votre décision à votre entourage ou pas? Non, tu vois. Voilà, justement, pour voir s'il y a un impact aussi de tous ces on-dit et de tout ce que vous allez vous prendre aussi en face comme réflexion. En fait, j'ai relu, tu vois, nos petits mots et même ceux que j'ai pu envoyer à ma maman. Et en fait, non, on leur a annoncé vraiment le premier jour de la prise du premier médicament. Ok, d'accord. Pour justement ne pas se sentir influencée en fait et de nous faire regretter. C'est ça. Donc on leur a annoncé vraiment ce jour-là, donc moi par message, le 8, Et Lionel a dû prendre le temps d'aller échanger avec ses parents. Et, tous les 4, ils étaient au courant. Et à nos enfants aussi, on leur a dit le jour J du premier médicament. Mais on avait été préparés un petit peu en amont parce que moi j'avais eu le souhait en fait de solliciter Pauline que j'avais rencontrée en fait tu parlais tout à l'heure fin janvier. Et je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit, écoute, je sais pas si ça fait partie de tes prestations en tant que doula d'accompagner les IVG, mais au vu de cette sensation de vouloir faire les choses vraiment en étant accompagnée, je me suis dit, j'ai pas eu de douleur en fait pour Eléa ni à Aloïs, et là je me dis, en fait, Harmonie, elle mérite toute cette douceur et cette bienveillance en fait pour qu'on l'accompagne elle aussi en fait à partir sans trop en fait de poids. Donc je me dis je vais l'appeler et je vais lui demander, et elle m'a fait un grand oui. Donc en fait elle nous a proposé un rendez-vous en visio. Et du coup j'ai vraiment demandé à Lionel qu'il soit présent aussi pour que lui aussi il ait son espace en fait de pouvoir déposer, parce que je pense qu'en tant qu'homme aujourd'hui il pourrait en parler, mais c'est aussi en fait, je pense que lui il a vécu comme ça, de quand même m'imposer en fait ce choix en tant que femme en fait de subir tout ça, alors que moi je lui en veux pas, c'est un choix qu'on a fait tous les deux en conscience, mais je pense qu'il avait quand même cette crainte du fait de me voir en colère les premières semaines, me dire mais je te fais subir ça, c'est mon choix. Je dis non, c'est notre choix, il n'y a pas de... Mais du coup Pauline elle a vraiment en fait pris le temps de nous écouter tous les deux, de voir ce qui correspondait, si on avait besoin aussi en fait qu'elle soit présente pour qu'on l'explique à nos enfants, si c'était notre souhait en tout cas de pouvoir le transmettre à nos enfants ou qu'on veuille le garder peut-être un peu tabou. Et non, en fait moi c'était tellement symbolique en fait justement du fait de sentir que pour que j'en arrive là épuisée, c'est qu'il y avait peut-être des choses que je portais peut-être inconsciemment,
que ma lignée en fait me transmettait peut-être des choses, qu'il fallait que j'ose me positionner. Et du coup, j'ai dit, bon, en fait, autant assumer notre choix pleinement. Et du coup, on va tout faire en conscience. C'est pas parce qu'on le fait en conscience que ça va alléger en tout cas ce que porteront nos enfants, mais en tout cas, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de non-dit, on ne leur a pas caché. Et puis eux aussi vont tisser avec leur histoire, parce que ça fait et ils savent que leur petite étoile harmonie, elle est là de temps en temps, donc c'est assez symbolique. Mais sur le moment, en fait, quand Pauline elle nous dit est-ce que vous avez envie vraiment en fait de faire les choses au maximum, c'est-à-dire ritualiser un petit peu, elle m'a dit que les contractions pouvaient être intenses, mais elle m'a proposé en fait plusieurs choses qui nous correspondaient ou pas dans tout ce qu'elle avait reçu en fait de l'école quantique. Et j'avoue que sur le moment, vu que j'avais pas non plus toutes ces infos-là, elle me le présente et j'ai pas trop le temps d'y réfléchir. Je me dis on va déjà le faire à la maison, mais de là en fait à recevoir le conceptus, à faire un petit rituel. J'avais eu pourtant ces infos aussi via le blog de Karine, que c'était possible en fait sur des arrêts naturels de grossesse de pouvoir recevoir en tout cas et de prendre soin en fait de ce conceptus et de faire un petit rituel avec. J'avoue que j'étais pas encore dans cette dynamique-là du fait de quand même pas tout maîtriser dans tous les paramètres. Puis c'est une chose aussi d'avoir l'information pour accompagner les personnes et de le vivre. Voilà, je suis d'accord qu'effectivement, il y a deux choses aussi de paramètres. C'est deux casquettes de pouvoir être, en fait, là j'étais vraiment dans ma posture de femme et j'avais pas toute ma réflexion en fait pro qui devait influencer, j'étais dans ma capacité de pouvoir aller au bout en tout cas de ça. Donc cette rencontre, effectivement, elle nous fait du bien à tous les deux, ça nous permet aussi de déposer nos mots et à la suite, elle nous envoie en fait des petits messages vocaux par WhatsApp pour nous demander comment on va et c'est vraiment ouvert à tous les deux. Et après, Pauline, elle sait bien aussi que en tant que femme, on vit les choses différemment, donc on a notre petit lien toutes les deux où je la remercierai jamais assez aussi de sa bienveillance et de ses mots et vraiment de même sa voix en fait en douceur, de me sentir portée en fait moi-même dans cette vague en fait qui allait me traverser pleinement. Donc c'était super fort cette rencontre. Ça a sa place aussi de pouvoir décrire les conséquences. Alors déjà, ce que ça va générer en toi, cette prise de médicaments aussi, et surtout les conséquences, parce que je pense que pour la plupart, on n'associe pas forcément cette prise de médicaments à un déclenchement de contraction, à un accouchement plus ou moins intense, mais en tout cas, ça reste un accouchement qui est précoce, mais qui reste en tout cas dans la même image que celui qu'on a pour un enfant qui va à terme. Donc là, je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui sont en train de traverser et qui ont fait ce choix et qui vont bientôt en tout cas le vivre. C'est vrai qu'en fait la sage-femme avait bien expliqué, et même Pauline Ladoula du fait d'avoir reçu toutes ces infos avec l'école quantique, que le fait quand même de prendre le temps de conscientiser et de se préparer en fait juste de se poser, d'allumer une petite bougie, d'écouter vraiment une musique qui nous plaît, en fait il faut faire des choses qui nous ressemblent et c'est vrai qu'on a pris ce temps-là. Et puis du coup moi j'avais le temps en journée en fait d'optimiser tout ce que je pouvais ressentir encore dans mes intuitions et j'avais vraiment envie d'aller au maximum du potentiel de ce qu'Harmonie pouvait me transmettre. Donc j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai vraiment capté pas mal de choses et du coup je me suis permise de dire à Lionel que je souhaitais qu'on fasse comme en AAD si on était allé à terme et du coup lui il m'a proposé de faire un petit feu dans la cheminée, vraiment d'écouter les musiques qui nous animaient en tout cas depuis notre rencontre. On s'est mariés aussi, alors je sais pas si tu connais mais il y a vraiment un film qui nous parle, c'est Without a Zoo, un nouveau départ en français avec c'est le Joncy en fait l'album, les musiciens et ça a toujours résonné. On l'a vu ce film, on était encore à Nantes, donc moi j'étais encore en études et on se mariait je pense cette même année-là et en fait ce nouveau départ c'est le titre de cette chanson et ça me porte en fait depuis notre mariage, ça me porte tout le temps et à chaque fois on sent que c'est un chapitre différent. Donc on a écouté tout cet album là le jour du premier médicament et aussi le jour du deuxième. Donc pour le premier médicament on fait le choix de le faire le 8 mars, donc la journée de la femme. Je sais que j'appelle mon petit frère du coup pour lui souhaiter son anniversaire. Donc là je lui dis pas du tout à ce moment-là qu'on attend un troisième bébé et qu'on fait le choix de faire cette IVG. Je lui annonce, je pense dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, où on va chez eux et on prend vraiment le temps en fait, de déposer tout ce qui vient de se passer. Et voilà, il était
très à l'écoute. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui montre ses émotions, mais il était content en tout cas de nous recevoir chez lui et de voir que les enfants, en fait, ils étaient pleins de vie, qu'on avait fait un choix et que c'était notre histoire. Donc ce 8 mars, il est quand même symbolique après cet appel. On prend le temps de se poser tous les quatre dans le salon, les enfants sont dans le canapé. Et voilà, moi je dis, j'acte vraiment que c'est la prise du premier médicament qui est là pour vraiment stopper la grossesse, pas pour l'expulser. Oui. Et c'est vrai que dans les heures qui suivent, la nuit elle est quand même pas jojo, je sens en fait déjà que je perds de l'énergie. Et ça en fait on se rend compte que le potentiel de la vie qu'on porte qui s'arrête d'un coup, oui, il y a cette sensation que le passage de la mort arrive, donc porter la vie mais porter la mort c'est pas facile. C'est tous les duels. Et là je rejoins toutes les mamans que j'ai pu accompagner sur le deuil à différentes étapes, que ce soit sur des arrêts naturels de grossesse ou des IMG et même des morts fœtales in utero. Enfin ça résonne vraiment très fort et à travers ce que j'ai traversé et ce que elles aussi elles ont pu traverser, en fait je me dis qu'on a tout le droit d'être honoré dans ce passage là et vraiment porter la mort en fait ça a aussi son sens parce que il faut pas avoir peur de parler de la mort. Moi j'avoue que j'ai peut-être été cette petite fille qu'on voulait pas impacter en fait avec tous les deuils qu'il y a pu y avoir en tout cas dans notre famille. Mais en fait le fait d'avoir porté la mort avec ce choix conscient et d'accompagner en tout cas et vraiment aujourd'hui en fait la mort fait partie en fait des cycles de la vie, les saisons, notre cycle menstruel. Et en fait, j'avoue que cette même année-là, j'ai aussi moi perdu ma grand-mère. Qui portait je portais la même date de naissance qu'elle. Elle est décédée en mai. Et donc l'IVG s'est fait en mars. Et je me dis que cette année-là, en fait, elle était pleine de pro, perso. Et en fait, c'était aussi laisser la place à la mort. Alors que jusque-là, je voulais pas avoir la mort. J'avais peur d'aller voir les défunts. On m'avait quand même, je pense, plus ma maman me transmis ça du fait de son histoire. Et elle était très en colère, en fait, sur le décès d'un de ses grands-parents. Donc je pense que je m'étais dit aussi, oui, c'est pas juste de mourir, en fait. Donc quand ça s'arrête, on est en plein deuil. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un après, il y a vraiment oser plonger, en fait, un passage, de se dire, ok, ça se termine là, mais derrière, il y aura une autre histoire. Donc, laisser de la place aussi à la mort. Et ça, aujourd'hui, je le dis avec le sourire, mais ça a pleinement sa place dans notre histoire. S'autoriser à le traverser aussi. Oui, parce que sinon, il y a vraiment, en fait, on s'empêche de tisser le deuil. C'est ça aussi. Donc, toute cette place à l'émotion aussi. Là, tu dis que tu es assis, vous êtes tous les quatre, il y a tes enfants qui sont sur le canapé, donc ça veut dire que tu leur transmets aussi. Alors, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Hein. Du coup, Elia, il y a 2 ans. Donc, ils avaient 6 et 4. Donc c'est vrai qu'à Louis, c'est du haut de ses 4 ans, il comprend pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il en parle quand même différemment. Parce qu'en fait, on en parle régulièrement et bizarrement, ça revient un peu quand même sur des dates anniversaires. Je pense qu'émotionnellement, ils sentent que moi aussi, peut-être, j'y pense un peu plus. Et en tout cas, ça sort et on continue d'en parler. Et je trouve ça chouette. Ça déroute peut-être parfois un peu Lionel, il aimerait vraiment que ce soit plus léger. Mais pour moi, ça a sa place. Donc, c'est ok en fait. Et au final, j'en parle plus avec eux. Il n'y a pas de regret, mais souvent ils disent ah bah oui, papa il voulait pas. Je dis non, c'est notre choix. Donc peut-être qu'il faudra qu'on reverbalise aussi des choses. Au fur et à mesure, les accompagner aussi. Parce que c'est vrai qu'au final, chaque membre de votre famille aura besoin d'un accompagnement, c'est certain. Peut-être que dans des années, ça reviendra aussi sous différentes formes de leur côté. Mais ça, c'est sûr. Alors, pour le coup, tu étais en train de nous parler de cette première prise de médicaments avec effectivement sans doute cette nuit qui devait être tout sauf paisible. Je me suis en fait, tu vois, encore une fois, je pense que le corps, il se prépare. Je me suis aussi vidée. J'ai eu une prise de colique, en fait. Où je pense que l'adrénaline, la peur, en fait, de cette échéance du deuxième médicament qui se fait 2 jours après. Je pense que j'étais déjà en fait dans ce vortex d'accompagner cette mort et cette naissance. Et du coup, il y a déjà cette sensation de sentir que oui, je perds toutes mes sensations en fait que je portais la vie. Donc ça me déroute, mais c'est le processus. Donc je laisse couler les larmes, je me vide en fait. Donc je prépare un peu le terrain, je pense. Mais je sais que j'ai pas le choix. Donc, Pauline, elle me rassure aussi par message. Il y a ce réconfort-là, en fait. J'avoue qu'il n'y a que le réconfort, en fait, de la doula et des échanges avec elle sur le moment. Et mes amis aussi, parce que je pense que je leur ai dit, toutes mes amies ostéo, elles savaient que je traversais ça, j'avais fait ce choix-là. C'est qu'après, où nos amis proches, on leur a dit qu'on avait fait ce choix. Mais mes amis ont vraiment été présents, donc elles étaient soutenantes à ce moment-là.
Alors, c'est 2 jours après que tu prends la Ouais. deuxième prise médicamenteuse, c'est ça? Donc le 10 mars. Ouais. C'est vrai que symboliquement, ce 8 et ce 10 mars, alors moi je suivais un petit calendrier qui était déjà très axé sur le féminin sacré et autres, et il y a un calendrier des Mayas là, qui en fait associe, alors je ne saurais pas comment vraiment te l'expliquer, mais tous les jours il y a un chiffre en fait qui a une symbolique sur comment voir la journée, et en fait il y a aussi un petit symbole en fait qui vraiment est sur comment on vit la vie autour des défunts, s'il y a des nœuds à détricoter, si c'est plutôt un jour propice à la naissance, enfin, il y a plein de choses. Et j'avoue que ces 2 jours-là, tu vois, j'ai plus en tête exactement, mais il y avait quand même, je crois que le 8 c'était détricoter un nœud en fait vraiment dans notre lignée, qu'il fallait se détacher en tout cas d'un poids qu'on portait. Donc Harmonie n'était pas un poids, mais je pense qu'elle nous a permis de se positionner et de cheminer et d'oser en tout cas porter la voix sur un choix que tu es conscient. Et le 10, c'était, il y a l'idée en tout cas lumineuse, tu vois, d'un passage, d'un vortex, je sais plus exactement les mots, mais en fait je me suis vraiment dit, ces 2 dates-là résonnent et il faut que je le fasse à ce moment-là. Donc on a très vite, j'en ai parlé à Lionel, et lui il m'a dit, bah oui en fait si tu sens que c'est pour toi ok de le faire le 8 mars par rapport à cette résonance de la journée de la femme, et le 10 qui résonne par rapport à toutes ces énergies, allons-y. C'est ainsi, Et donc ce 10 mars, voilà, je sentais déjà qu'il n'y avait plus de vie, ça c'est sûr, parce que j'avais plus ces sensations. Les enfants partent à l'école et du coup on se prépare un peu à ritualiser notre petit espace, donc Lionel de nouveau, et on fait un petit feu, on se pose. Et c'est vrai que du coup, une fois qu'on prend le médicament, c'est dans les 4 à 6 heures que les contractions arrivent. Donc, on se pose le matin, on regarde un petit film, un deuxième film, je crois. Mais tu vois, pareil, j'ai plus trop de souvenirs parce que je pense qu'inconsciemment, on se met aussi dans un état un peu modifié de conscience, et je vis de nouveau un vortex, comme pour les naissances des enfants, mais du coup, avec un terme bien plus précoce. Et je fais beaucoup d'allers-retours aux toilettes avec le sang qui est présent. Je pleure beaucoup. Je vois Lionel aussi un peu se retirer. Alors tu vois, comme si lui, il était aussi à porter l'espace de façon sécuritaire, et il a eu envie de déposer lui-même, tu vois, ses émotions. Je lui envoie écrire une lettre aux enfants, parce qu'il était aussi lui très triste. Bien sûr. Il avait cette sensation de ce poids et de ce choix qu'on faisait. Donc c'était beau aussi en fait de le voir lui-même déposer les choses, et c'était vraiment dans la douceur, dans la bienveillance. Il pleuvait cette journée-là, donc le foyer de cheminée était aussi précieux. Et c'est vrai qu'une fois que les contractions étaient vraiment lancées, je pense que dans l'après-midi, j'ai eu en tout cas la sensation, tu vois, en allant aux toilettes, qu'il y avait vraiment un plus gros caillot. Donc je me suis dit, je dis à Lionel, je pense que notre petite graine s'est envolée. Et lui, il me dit, écoute, je pense que oui. Et là, je dis, pourquoi tu sens ça? Parce qu'il n'était pas à mes côtés. Et en fait, il voit dehors, par la fenêtre du salon, qu'il y a une superbe éclaircie. Et là, en fait, on se dit, on n'y croit pas. Mais en fait, cet invisible-là, quand on se prépare, quand on accompagne, c'est tellement fort et symbolique. On s'accroche, en fait, à ce qu'on a besoin. Mais pour nous, ça a vraiment été cet acte qui a validé que oui, en fait, Harmonie était partie. Et là, tu vois, encore une fois, la suite, la sage-femme m'avait dit, en fonction de la quantité de sang que tu perds, pour être sûre vraiment en fait qu'Harmonie soit partie, parce que c'est ça. Il y a quand même ça qui reste aussi dans la responsabilité en fait en tant que sage-femme. C'est ça. D'être sûre en fait que le médicament a été suffisant en quantité. Et au fond, moi, je pense que j'avais cette peur que malgré, tu vois, mes bonnes intuitions et qu'on sente que oui, tout était ok, c'est le lendemain où elle me dit, en fait, je sais pas trop si c'est suffisant du fait en fait qu'on se soit quand même avancé dans la grossesse, que ça ait suffi. Il faudrait peut-être qu'il y ait une deuxième prise de médicaments supplémentaire. Elle me dit, pour être sûre, il faut juste aller faire une écho et vérifier. Et là, je me dis, oh non, je veux pas, en fait. On a mis tout en place à la maison, on a pris le temps, tout est fait en conscience, mais on a beau tout faire en conscience. Inconsciemment, tu vois, j'ai quand même ce lien aussi avec le côté médical. Oui, en fait, il valide, en fait, si c'était ok. Donc, j'ai eu besoin aussi de me sentir rassurée. Donc là, ma sage-femme me dit, oui, en fait, il n'y a pas de choix. Moi, j'ai pas d'échographie. C'est obligé d'aller aux urgences obstétricales. Donc là,
pas facile, mais j'avais quand même besoin en fait de me sentir Bien sûr, soulagée et c'est sûr. libérée et vraiment que le processus soit allé au bout. Donc je pars aux urgences. Et là, on se prend quand même une petite claque parce que en fait, je suis pas toute seule. Il y a des mamans qui viennent donner naissance, il y a d'autres mamans qui sont en souffrance, peut-être à un moment particulier de leur grossesse. Donc en fait, on voit tous les scénarios possibles. Mais je reste connectée en fait avec mon choix et que c'est le moment à ce moment-là dans notre vie de faire ça. Donc c'est pas facile, mais voilà, l'interne qui me reçoit fait ça vraiment très en douceur et je regarde encore à nouveau. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de voir, mais pour, je pense, valider quand même, tu vois, mes intuitions. Parce que c'est chouette de faire confiance à ses intuitions, mais en fait, je pense que la médecine aussi, elle a sa place. Donc voilà, j'ai regardé, il m'a bien dit que le conceptus était parti. Donc voilà, je suis repartie avec ça. J'ai gardé longtemps cet écho aussi avec moi. Je crois que d'ailleurs, j'ai pas encore brûlé ce dossier. Il fait partie de mon histoire pour l'instant. Je sais pas si un jour je me séparerai de tout ça, mais pour l'instant, Donc voilà, une fois que ces 2 comprimés sont pris et qu'il y a cette expulsion et cette naissance d'harmonie, vraiment, en fait, le mot naissance, tu vois, il est quand même difficile. On le dit vraiment plutôt comme une envolée. Envolée, ouais. Et Pauline nous avait vraiment conseillé, en tout cas, de le faire comme ça nous ressemblait. Elle m'avait conseillé quand même d'être accompagnée par une petite tisane de chez Mélunes qui s'appelle l'envolée aussi. Et vraiment qui était là pour me réconforter, mon cœur, mon utérus, apprendre en fait comme ça, juste se chouchouter en fait en postpartum. Et c'était déjà précieux parce que oui, comment j'allais pouvoir retrouver cette énergie que j'avais en fait juste portée pendant ces 7-8 premières semaines de grossesse. Et là, d'un coup, paf, on tombe en fait de nouveau dans une tornade où physiquement en fait je repère toute cette énergie et la charge émotionnelle. Donc là, je me dis non, un deuil en fait à tisser alors que j'avais pas cette ressource, mais c'est notre histoire. Donc les premières semaines, on le sait, en fait, on porte la vie peut-être 6-8 semaines. En fait, le postpartum qui suit, il est du même nombre de semaines. Et ça, j'en avais pas conscience non plus. Donc là, en fait, je me dis, ça a toute sa place. Il faut aussi que je me fasse accompagner sur différents plans. Donc, je souhaite là me faire accompagner en tout cas par la psychologue de la maternité. Voilà, c'est ça. Mais de nouveau, arrivé à la maternité, en fait, on est encore confronté en fait à tous ces parents qui font le choix d'accueillir leur bout de chou à terme. Mais en fait, c'est comme ça dans le service, c'est l'organisation. Donc j'arrive et je lui dépose avec beaucoup de conscience que, en fait, c'est assez clair dans ma tête tout ce parcours pro. Je suis en deuil pro, en fait, je suis en deuil perso, je suis en deuil dans cette maternité qui n'était pas préparée. Wow, elle me dit, ok, en fait, il y a plusieurs deuils à tisser, donc ça peut prendre du temps, mais en fait, les mots sont là, c'est pas si éparpillé que ça. Donc elle me dit, on fera quelques séances, mais le temps aussi fera les choses, donc vous en demandez pas trop. Ok. Mais voilà, je savais que ça allait me demander quand même beaucoup de mois pour retrouver quelque chose de serein. Et voilà. Et dans un petit coin de ma tête, Karine, en fait, elle est toujours là. Et en fait, je pense qu'Harmonie, du fait de faire ce choix-là, il y avait une inscription à l'école quantique du coup en avril. Donc tu vois, en fait, tout s'est enchaîné. Donc je me suis inscrite à l'école quantique Doula en avril 2022. Incroyable. Et la rentrée était en septembre. Donc je pense qu'en fait, Harmonie m'a vraiment permis, en fait, dans mon cheminement pro et perso, d'oser vraiment prendre ma place. D'arrêter d'être cette petite fille, en fait, qui dit oui à tout, qui a rendu les hommes pour faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, je me suis positionnée et puis aujourd'hui, 2 ans après, sans ça, en fait, je pense que j'en serais pas là. Non. Donc, c'est à ton tour aussi d'accompagner des femmes, des couples qui traversent ou des fratries aussi. Je sais pas si tu accueilles en tout cas aussi. Si, les enfants ont pleinement leur place. C'est très très symbolique et souvent ils en parlent même plus facilement que leurs parents. Dans mes formations ostéo, on dit bien que les enfants sont un peu le conflit non résolu des parents. Alors c'est pas pour faire culpabiliser, mais c'est quand justement les choses un peu inconscientes se perpétuent et que du coup le corps et les émotions de nos enfants parlent pour nous. En fait, moi je suis là pour les écouter et en fait ça crée vraiment du bien et peu importe ce que la famille a à déposer, en fait ils ressortent, ils sont tous ressourcés et derrière on continue le tissage de leur histoire. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment un lieu ici ressource que je souhaite continuer moi en tout cas à proposer parce que
toute façon, ça fait partie, c'est une empreinte pour le coup qui est marquée en toi. Alors, c'est vrai que beaucoup, tu n'avais pas cette casquette de doula à ce moment-là où Harmonie est arrivée en tout cas. Mais qu'est-ce que Harmonie, alors tu l'as dit, ça a changé ta vie et tout, mais en tant que doula, qu'est-ce que ce passage de vie t'a apporté, tu penses, pour accompagner justement le deuil? Bah, en fait, ouais, je pense que Harmonie, du fait de m'inscrire à l'école quantique, d'avoir fait ce séminaire, en fait, je pense qu'elle a éveillé vraiment euh, cette vision, en tout cas, que accompagner, oui, mais laisser de la place, en fait, à tous ces cycles de vie, de voir qu'en fait, tout est cyclique, que notre sexualité aussi, elle a sa place, que, en fait, la préconception a sa place, que le deuil a sa place. Si on ne laisse pas de la place à ça, en fait, on n'est pas en capacité pleine, en tant que thérapeute, de pouvoir en fait Bien accompagner sûr, ça. oui. Et ça résonnait déjà beaucoup en fait dans mon parcours pro, mais là en fait effectivement de le vivre personnellement. Alors c'est pas que ça ajoute une casquette, ça légitime pas du tout en tout cas l'accompagnement, mais et il faut surtout pas que mon histoire résonne en tout cas avec d'autres. Mais en fait j'ai les petites clés en plus pour pouvoir justement en fait donner toutes les infos possibles pour que la famille et la femme fasse son choix et qu'elle sente en fait qu'elle ait ce soutien et ce besoin en fait de déposer tout ça. Donc, Et pour continuer, peut-être encore 2-3 questions pour terminer cet épisode, mais justement pour continuer sur ce passage-là de l'IVG. Aujourd'hui, quel est le message? Alors, à titre personnel, d'accord? On enlève. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux mamans et aux couples qui viennent de prendre cette décision, justement, ou qui l'ont prise, et qui, comme toi, des années après, n'ont peut-être pas eu le même cheminement que toi, ou n'ont peut-être pas eu, justement, des personnes ou qui ont pu en tout cas les amener à percevoir ce deuil d'une différente façon. Est-ce que tu as un message à leur donner? Ouais, que peu importe en fait, même si effectivement leur deuil il date de plusieurs années, en fait il est jamais trop tard pour en fait prendre le temps d'honorer en fait un passage de vie, que ce soit un deuil en fait d'une personne âgée ou dans nos maternités, ou même en fait une petite étape, hein, être prêt à voir nos filles évoluer sur leur puberté. En fait tout ça, toute étape de vie pour moi est un deuil en fait. Si on est préparé en fait à être accompagné dans ce passage, le fait d'apporter toute cette conscience et ce réconfort ne va pas enlever le poids de la blessure, mais en fait va apporter quand même l'ocytocine dont on a besoin pour avancer et se sentir nourri. Donc un accompagnement d'une doula ou même d'un autre professionnel va toujours apporter un soutien qui résonnera en fait avec le besoin de la femme ou de la famille qui a besoin de justement déposer tout ça. Donc pour moi en fait, honorer chaque passage de vie, même si c'est porter la mort, a tout son sens aujourd'hui et toutes les femmes le méritent. Donc peu importe le moment ou la situation, qu'elles osent en tout cas demander cette célébration parce que ritualiser en fait un petit moment, que ce soit à travers un soin ou juste d'écouter et de déposer les mots. Là, ce que tu m'offres aujourd'hui, c'est déjà hyper précieux et je sais que symboliquement, 2 ans après, wow, c'est intense, mais il faut en fait qu'elles osent avoir leur petit espace où elles sentent qu'il y a cette ressource-là pour elles cheminer et avancer et qu'elles ne gardent pas ça. Parce qu'en fait, les tissus, moi, avec mon regard ostéo, ils gardent ça en mémoire et tant que c'est pas lâché, le corps, il est en souffrance, en fait. Donc, on s'empêche d'avancer. Bien sûr. Dernière question pour le coup, en dehors. L'IVG fait partie de ta maternité, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour le coup, là, un message plus global et englobant sur toi, avec ton recul aujourd'hui, plutôt ta prise de hauteur aujourd'hui. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux mamans, lié notamment à peut-être ces manquements ou ces prises de position que tu aurais peut-être aimé avoir, que tu n'as pas pris au moment T, sur tes choix, sur tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire dans cette affirmation, notamment? Bah, en fait, que toutes les maternités sont toutes différentes, on est toutes uniques, on va avoir des besoins différents. Mais si elles sentent justement qu'il y a un appel de quelque chose, qu'elles aillent vraiment au fond en fait de l'information pour que derrière elles puissent se positionner et qu'elles osent mettre des choses en place. Si c'est pas juste sur le moment, elles auront en tout cas un petit peu la même histoire que moi, de se laisser porter et à un moment donné de leur vie de se positionner. Mais aujourd'hui, du fait voilà, des réseaux, de tout ce qu'on sait, et ce nouveau quand même paradigme autour des naissances, de l'impact que ça a en fait, d'avoir conscience que l'hypermédicalisation, elle a un impact, que l'hypernormalisation aussi a un impact, c'est pas forcément le plus adapté. Il faut vraiment trouver le curseur en fait et que on tisse ensemble en fait avec le protocole médical et le souhait en fait des familles et que ce soit en fait
bénéfique pour ces bébés qui naissent et que ces familles en fait se sentent écoutées. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais je baisse pas les bras. Les maisons de naissance aujourd'hui sont déjà beaucoup plus ouvertes. Les sages-femmes aussi en fait le disent bien pourtant dans leur pratique. En fait, elles apprennent que la pathologie. Donc, en fait, ce que Karine transmet dans son séminaire, vraiment sur l'approche hands-off, donc c'est vraiment, on ne pose pas les mains, on essaie vraiment d'écouter la femme, en fait, dans tous ses états modifiés de conscience, de la laisser plonger dans son vortex en étant soutenue. Bah, en fait, si aujourd'hui, toutes les équipes avaient ce regard-là, et d'enlever leur propre peur, en fait, sur le protocole qu'on leur impose, parce qu'il faut sécuriser, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de drame, en tout cas, dans les scénarios. Parfois, en fait, l'impact médical, il entraîne lui-même, en fait, des gros traumas. Donc, c'est vraiment... Je ne suis pas contre tout le protocole médical, mais vraiment le curseur. Et si les familles, en fait, osent recevoir toutes les infos, bah, elles vont permettre, en fait, à ce curseur de mieux se positionner. Et dans les prochaines années, en fait, tout ça... alors, j'idéalise peut-être, je ne vais pas dire que je suis dans un monde de bisounours au vu de ce que j'ai traversé, mais... En fait, il y a quand même le potentiel de pouvoir équilibrer et vraiment, en fait, de le faire dans l'intérêt des femmes, des familles et que ces nouveaux bébés qui naissent, en fait, n'aient pas toute cette empreinte, en fait, de trauma qui peut être inconscient parce qu'en fait, l'adrénaline qu'on a tous peut avoir un impact sur ce qu'on vit. Donc, qu'elles s'informent, qu'elles osent demander, et les doulas sont là, les sages-femmes aussi, hein, parce qu'elles transmettent vraiment beaucoup de choses. Bien sûr. Mais parfois, juste d'avoir un petit espace, de parler en plus, d'avoir un soin en plus, il y a d'autres choses qui se délient en fait. Donc détricoter aussi a tout son sens en fait dans la maternité et chacune se découvrira au fil en fait des mois qui passent, au fil de leur parentalité aussi. Mais j'avoue que devenir mère, c'est... Je sais pas quel mot en fait tu vas donner, mais c'est... Et puis c'est propre à chacune. Ah oui, totalement. Mais nos histoires en tout cas de mère, de maternité... ont beaucoup de sens en tout cas dans nos vies et dans toutes les statistiques je pense que tu as dû vraiment parler avec beaucoup de mamans mais elles ont toutes envie en fait de révolutionner quelque chose dans leur histoire de femme en étant devenue mère, donc ça montre que vraiment la naissance a ce potentiel tu vois, de faire des choix conscients, même si moi j'ai fait ce choix effectivement de l'arrêter précocement en fait. Dans mon cheminement pro, là, elle avait toute sa place parce que je ne pouvais pas avancer, j'étais en suspension dans tous les sens. Donc, totalement. Mais on a très bien, en tout cas, saisi le contexte et tout. Je ne sais pas si tu avais un dernier mot, quelque chose, un sujet dont on n'a pas évoqué, qui te tenait à cœur. Il y en aurait plein, je pense. Mais au moins sur toutes, parce que tous tes enfants ont en tout cas la même place dans cet épisode. Mais... si tu avais sur une de tes grossesses ou sur l'IVG, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qu'on avait oublié. En tout cas, c'est le moment de pouvoir le déposer. Bah, en fait, que mes enfants aussi, je les remercie parce qu'à travers en fait, l'histoire et le tissage qu'on a eu depuis leur naissance, ils m'apportent encore beaucoup de choses aujourd'hui. L'IVG aussi, en fait, a créé un autre lien. Et du coup, cette sensation de créer en fait, notre petite harmonie au sein de notre famille à 4 avec notre petite étoile, ça a du sens. Donc, en fait, écoutez, n'ayez pas peur et... oser en fait, vraiment le mot oser pour se réapproprier en fait le pouvoir de notre corps, de sentir en fait qu'on est légitime de faire un choix et peu importe ce que les autres pensent, si vraiment votre entourage n'est pas bienveillant, et entourez-vous en fait des bonnes personnes et tant qu'un choix est fait consciemment en fait derrière le poids et la blessure est là, ça ne l'enlève pas. L'acceptation. Mais l'acceptation et le tissage de se pardonner en fait aujourd'hui, montre que j'arrive à en parler, c'est pas léger au point parce que mon petit cœur il est encore serré bien sûr. Voilà, je pense que ça résonne avec cette date anniversaire, mais bien sûr on a quand même ce pouvoir en tant que femme de pouvoir faire nos choix. Donc, et nos hommes en fait ils nous soutiennent aussi, je pense qu'ils sont aussi brassés par toute cette actualité. Donc non, je remercierai jamais assez mes loulous et mon mari parce que je pense que lui aussi, ça l'a pas mal challengé bien sûr. Faire ce choix. Mais tu l'as très bien décrit de toute façon, Pauline. Et tu parles d'incarner ce pouvoir, tu l'incarnes, Pauline, vraiment, clairement. Et il n'y a pas de hasard de toute façon tout au long de ton récit. Là, dans l'épisode, on l'a bien compris. Tu incarnes ce pouvoir, tu utilises tout le temps. Pour le coup, quand même, on commence un petit peu, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais on commence à se connaître. Le terme honorer, le terme célébrer font partie de ton vocabulaire courant. Et je pense vraiment que, comme tu l'as dit, tu donnes, vous donnez beaucoup aussi, mais accueille aussi. Et célèbre-toi et honore-toi vraiment parce que tu peux.
Vraiment, surtout vu l'exercice que tu viens de faire, qui n'est vraiment pas simple. Encore sous l'émotion, par tout ce poids, par cette date et par cette émotion qui est là, et qui reste en tout cas, et qui est plus que légitime. Et voilà, moi, je voulais vraiment te remercier du fond du cœur, en tout cas, pour cet épisode, Pauline, parce que c'était un sujet que je souhaitais aborder depuis pas mal de temps. Mais voilà, c'est pas toujours simple de pouvoir trouver aussi une maman qui ait le courage de pouvoir déposer, qui ait cette force-là, de pouvoir déposer toute cette histoire. Et en plus, tu avais cette casquette de doula aussi, qui est, à mon sens, qui révèle toute la luminosité aussi de l'accompagnement que vous pouvez proposer à une femme, aux femmes, tout au long de leur vie. Et ça, je trouve ça aussi très fort, parce que je pense que quand on est dans des étapes de deuil, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Et tu viens de décrire justement l'importance qu'a eu Pauline pour toi et pour ton compagnon aussi, exactement. Pour ta famille aussi, hein, comment l'annoncer à la fratrie et tout. Exactement. Donc là, ce sont plusieurs outils aussi que tu nous as donnés. Moi, je te remercie du fond du cœur. Je sais que l'histoire ne s'arrête pas là pour nous. Je sais qu'on a plein d'autres projets, notamment parce que vraiment, ça me tient à cœur de pouvoir mettre en lumière aussi la doula que tu es, de pouvoir transmettre aussi à travers les enseignements de Karine, ce qu'elle a pu te transmettre. Voilà, ça fera l'objet d'un autre épisode ou d'autres épisodes. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était le but de te célébrer et de t'honorer. Donc vraiment, merci du fond du cœur, Pauline, et on se dit à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.